Bonsoir messieurs, dames et bienvenue sur le plateau de CryptoXR. On va maintenant passer à l'émission Crypto Tabou. Alors Crypto Tabou, c'est une émission assez intéressante parce qu'en fait c'est une radio libre dans laquelle j'ai essayé pendant un an, même plus d'un an, de mettre des sujets à chaque fois, 2-3 sujets, et à chaque fois on ne parlait pas des sujets qui étaient prévus. Et encore une fois, on a préparé l'émission et tout a changé. Et donc nous n'allons pas parler des sujets qui étaient prévus, enfin pas tout à fait en tout cas. Nous venons de prendre la décision avec les personnes sur le plateau que je vais m'empresser de vous présenter, que nous n'aborderons pas le sujet des ETF une seule fois. Voilà, c'est le e-world. Il est interdit lors de notre émission. Donc je vous prie, messieurs, messieurs, dames, quand vous laisserez votre place aux prochains intervenants, de leur expliquer comment tenir le micro correctement pour être entendu et de leur dire qu'il est interdit de parler des ETF. Et nous commençons cette émission dans cette ambiance. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite peut-être par des petites présentations. Donc, on va faire comme les gens galants, tout ça, les femmes d'abord. Voilà. Donc, Morgane, je t'en prie, en quelques mots. Donc, Morgane, je suis conférencière et formatrice sur la technologie de la blockchain, avec un focus quand même sur l'aspect investissement, puisque j'étais initialement investisseuse avant d'être formatrice sur la question. D'accord. Ben, ravie de t'avoir. C'est la première fois que j'étais en plus sur une de mes émissions ou ce que je fais. Donc on s'est connus chez les Waldos, que je salue d'ailleurs. Les Waldos cet été. Ouais. C'était vraiment cool à NFT Paris. Yes. Bon, bah, ravi de t'avoir avec nous. Et merci du coup, Chris, c'est bien ça? Exact. Ouais, Christophe. Christophe, pardon. J'ai longuement vécu à l'étranger, donc Chris, c'était plus facile là où j'étais. Moi, donc Christophe, j'ai une société Ionote et on travaille dans l'industrie du luxe principalement. On fait de la traçabilité de produits et on a une sorte de wallet qui est un peu mieux qu'un wallet, qui s'appelle un Personal Asset Manager. Et puis je pense qu'on en parlera dans la suite de l'émission. Tu nous présenteras ça du coup. C'est vrai que moi la première fois, je n'ai pas trop compris non plus Personal Wallet. Donc, voilà. Et nous avons Bastien de Satoship. Bastien de Satoship. Je m'occupe principalement de l'ETF de BlackRock pour la zone européenne de l'Ouest principalement. Et accessoirement, je suis aussi cofondateur de la société Satoship qui propose des solutions de stockage, hardware wallet et autres basées sur des cartes à puce. Super, bah merci beaucoup. Donc on parlera que du deuxième sujet du coup. D'accord, voilà, très bien. Si c'est possible. Et on a Romain avec nous, alias Bonsoir. Le petit dinosaure. Le petit dinosaure de Twitter, donc rédacteur pour le journal du Coin après avoir fait pendant 10 ans de la régulation et travaillé à la direction juridique d'une banque française. Donc voilà, on a suffisamment aussi parlé des ETF pour le journal du Coin. Et on va parler d'autres choses ce soir, mais ravi d'être avec vous toutes et tous. C'est vraiment difficile, j'ai l'impression. Hein, non, on a dit qu'on n'allait pas en parler, justement. Voilà, on ne va pas en parler. Eh bien, écoutez, de quoi vous voulez parler, du coup, pour commencer? Est-ce que vous avez peut-être envie de présenter un peu plus précisément ce que vous faites, voir s'il y a des croisements? Est-ce qu'on fait du business? Est-ce qu'on signe un partnership à la fin de cette émission? Alors, on ne vous entend pas si vous ne prenez pas le micro. Hein. Alors, moi, ce que je propose peut-être, c'est qu'on commence un sujet sur les wallets, puisqu'on a, d'un côté, on a un wallet, et là, on a une solution de stockage. Et du coup, est-ce que c'est un wallet ou pas? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça Un wallet, non. On repose nos solutions sur des wallets existants. On est plutôt une solution de cold storage. On appelle ça un hardware wallet et donc les clés privées sont stockées au sein d'un équipement dédié. Mais effectivement, on doit se reposer sur un wallet pour faire l'intégration, l'interaction entre les clés privées qui sont stockées sur le hardware et la blockchain vers laquelle on va broadcaster la transaction. Donc voilà, on parle d'hardware wallet, mais seuls ils ne peuvent pas exister. Ils doivent être connectés à un software wallet pour pouvoir interagir avec la blockchain sur le réseau. Mais par contre, l'avantage, c'est que c'est un objet physique qui peut se glisser pour le coup dans un portefeuille, donc un wallet physique, quoi. Tout à fait. Ça c'est un des avantages de Satoship, c'est qu'on a un format carte à puce comme les cartes bancaires. Donc on est très discret et on peut être stocké dans un portefeuille. Et on va augmenter la sécurité pour un utilisateur en stockant les clés privées sur un Secure Element, donc au sein de la puce. Et donc l'utilisateur est assuré d'avoir un niveau de sécurité bien plus élevé que l'utilisation d'un simple hot wallet, comme on les appelle, ou un simple wallet logiciel. Ok. Et est-ce que vous avez l'intention d'en développer d'autres ou vous voulez plutôt développer celui-là différemment
à l'avenir? Alors, aujourd'hui, on propose 3 produits. Le premier, c'est Satochip, qui est un hardware wallet qui va permettre de signer des transactions Bitcoin sur le réseau avec un stockage des clés privées au niveau de la puce. On a également SeedKeeper qui va permettre à l'utilisateur de stocker sa seed phrase dans un Secure Element. Et donc, c'est vraiment un hardware pour seed phrase et pour mot de passe. Et alors, on a Satodyme qui est plutôt une carte au porteur simple d'utilisation avec une application mobile qui va permettre aux utilisateurs de créer un portefeuille Bitcoin en 2 clics. C'est plutôt pour les débutants et pour ceux qui veulent s'initier au cold storage de manière simple et intuitive. Ok, bah, le point commun entre vos deux solutions, c'est quand même un peu ce côté accessibilité. Vous visez surtout peut-être des générations plus jeunes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est du coup un personal asset manager? Ouais, alors c'est intéressant parce que dans le cas de Satoship, on part du digital et puis on va vers du physique pour favoriser l'usage, tout simplement. Nous, on part du physique, c'est-à-dire des objets de valeur, plus particulièrement la joaillerie, et on va l'accompagner vers le digital, et donc sur une partie certification, mais surtout, nous, ce qui nous est très cher, c'est une partie émotionnelle. Et donc, c'est ça qu'on veut, on veut raconter, on veut transmettre toute l'émotion qui va autour d'un objet de luxe, que ce soit de la joaillerie, de la montre, une œuvre d'art, et voilà, de trouver des services, d'accompagner autour de cette partie un peu Web3 qui est un petit peu obscure et toute la partie authentification, certification. Et du coup, là, par exemple, tu m'as montré tout à l'heure, tu as un bracelet avec une position du Kama Sutra. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette idée? Oui, ça m'intéresse. Tout à fait. Alors ça, c'est une petite marque française qui s'appelle Anne Bourra. C'est une de nos clientes. Elle a un petit concept, ça s'appelle Vice et Vertu. Et en fait, ce sont des pièces rotatives. D'un côté, il y a une pierre, on appelle ça une pierre déco dans les termes joaillerie. Et puis de l'autre côté, il y a une gravure avec un petit, comme un tatouage qui représente une position du Kama Sutra. Et donc à chacun de choisir ce qu'il veut. Et tu as choisi laquelle? Parce que sinon, c'est pas drôle. Je connais pas le nom. Ça a l'air intéressant, mais je connais pas le nom. Et du coup, ce qu'elle fait via notre application qui s'appelle Tessa, c'est qu'elle vient raconter un peu l'inspiration derrière. Et donc, c'est pas juste quelque chose qui va avoir peut-être une apparence vulgaire, peut-être au début, ou quelque chose de complètement incompréhensible. Moi, j'ai ça, regarde, de Jouissance Club. Ah, bravo. Moi, j'ai une femme qui se... Enfin, j'ai une... voilà. Et ben voilà. J'ai un symbole de masturbation féminine à côté de ma Marie. Voilà, bah ça. Et tu vois, c'est en son honneur. C'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est voilà, ce sont les histoires qu'il y a derrière les objets. Et là, sur la partie bijoux, et ce qui est vrai sur plein d'objets dans le luxe, c'est on est sur des choses durables. Et en fait, sur les choses durables, il y a de l'émotionnel, et ça, il faut le transmettre, et c'est ce qui fait la valeur aussi des artistes, des artisans. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Ok, j'ai une question pour Morgane, qui, on dirait que c'est une transition étrange, mais pour moi, elle ne l'est pas. Quand tu t'es présentée, tu nous as dit du coup que tu faisais des formations et qu'elles tournaient plus autour du coup, de l'investissement. Mais parmi les élèves que tu as, tu dirais que tu as combien de pourcentage de gens qui finalement s'intéressent plutôt à ce genre de choses, c'est-à-dire à aller vers du digital ou à avoir une vision différente et pas spéculative, ou enfin en tout cas qui cherchent d'autres choses que juste de l'investissement? Est-ce qu'il y en a une partie et ça représente combien de personnes environ? C'est une très bonne question. C'est vrai que souvent les personnes qui viennent chez moi, c'est soit des personnes qui ont déjà perdu de l'argent dans le dernier bull run et puis se disent tiens, Morgane, elle s'y connaît quand même, je vais refaire ça avec elle. Et donc ça, évidemment, c'est pas la même chose. Ils s'y connaissent un petit peu, ils ont eu une mauvaise expérience, alors on recommence de zéro. Mais les débutants, ça c'est ma formation qui est en ligne par exemple. Je pense qu'il y a une bonne partie qui est intéressée des applications concrètes qu'il peut y avoir au-delà de l'investissement. Moi, je pense que pour l'adoption, la réalité, c'est que l'investissement est une belle porte d'entrée, en fait. Pour moi, ça a été le cas, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Ouais. Et ensuite, ils s'intéressent peut-être à la technologie. Par contre, ce que j'ai, c'est des clients qui viennent à titre privé. Donc, je parle stratégie avec eux à titre personnel. Et puis ensuite, pour leur société, ils commencent à me dire « Ah, mais comment est-ce que je pourrais utiliser la blockchain ?» Et c'est comme ça que ça démarre. Donc finalement, un pourcentage, si tu veux, j'en ai pas. J'ai des clients que je suis sur 24 semaines, donc là j'ai une meilleure vue parce que je les suis sur le long terme. Et c'est souvent ces gens-là qui ensuite me demandent d'utiliser peut-être la tech
avec leur entreprise. Donc c'est super intéressant de voir un peu, tu vois, cette volonté d'aller beaucoup plus loin que simplement j'investis mon argent et puis finalement je m'intéresse à la blockchain en fait. Qu'est-ce qu'elle permet de faire la blockchain? Et c'est là qu'ils voient toutes les propriétés qui sont totalement uniques de cet écosystème et pourquoi est-ce qu'ils pourraient en profiter pour leurs clients. Voilà. Mais c'est marrant parce que moi j'ai beaucoup vu des gens, des créateurs de contenu par exemple, parler du fait que en gros, oui, les gens ne s'intéresseront pas si vous parlez tout le temps d'argent, de trading et tout. Sauf que moi, par exemple, c'était aussi ma porte d'entrée, quoi. C'était le trading. Au final, enfin, je connaissais déjà les cryptos, mais ce qui m'a fait vraiment à un moment m'y intéresser, c'est quand j'ai commencé à mettre des billes dedans et que je me disais est-ce que je vais devenir riche ou pas et est-ce que je vais tout perdre. Et au final, il y a beaucoup de projets NFT ou de Figital qui prétendent en fait avoir une justification, une légitimité parce qu'ils vont permettre l'adoption, alors que j'ai l'impression que c'est plutôt en seconde partie que les gens s'y intéressent en vrai. Parce que souvent ça remplace quelque chose qui existe déjà, même si ça existe jamais vraiment. Mais par exemple un bracelet comme ça en soi, le côté crypto, c'est plus, on pourrait penser en tout cas au départ que c'est plus décoratif. Et en fait c'est quand on est déjà skin in the game et qu'on a déjà mis dans les cryptos, qu'on comprend enfin l'intérêt de ce genre de projet. Et du coup, on va passer à toi, Romain. Toi, tu crées des contenus, tu fais des tweets et tout, et tu fais aussi des articles, pour le Journal du Coin. Alors, tu es spécialisé dans quoi, toi? Alors, c'est un petit peu moins fun que les bracelets avec des positions du Kamasutra, mais du fait de mon passé professionnel, c'est plus la régulation. Là, je m'intéresse pas mal au MNBC et les monnaies numériques de banque centrale. Parce que j'ai l'impression que personne n'en veut. C'est-à-dire que nous, ici, personne ne veut de ces monnaies. Nos proches qui ne s'intéressent pas à la crypto n'en veulent pas non plus. C'est vrai que tu fais un peu tâche, là, ici, parmi nous. Bah oui. Mais bon, moi, et en fait, comme je travaille à la banque, je m'aperçois que les banques n'en veulent pas non plus. Et que entre la peste et le choléra, peut-être que c'est ce qui va amener les banques à vendre des cryptos à leurs clients alors qu'elles n'en voulaient pas avant. C'est que plutôt que de se voir imposer des monnaies de banque centrale gratuitement, qui vont utiliser leurs infrastructures de paiement, elles vont peut-être dire, en fait, j'ai de l'argent à me faire à proposer des cryptos à mes clients, plutôt que d'accepter de me faire manger par ces monnaies de banque centrale qui vont me prendre mes infrastructures, me coûter de l'argent. Et donc, c'est un peu là-dessus que je travaille actuellement. Et on voit quand même qu'on a de plus en plus d'institutionnels qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Ne dis pas le e-word. Non. Mais pas que pour ça, même en France ou en Europe, on a de plus en plus de sociétés qui vont proposer des cryptos à leurs clients. On a même la filiale de la Société Générale qui a fait son stablecoin. Et donc, à mon avis, il y a un gros mouvement qui est un peu une réaction épidermique à ce que veulent faire les banques centrales et aux banques qui veulent continuer quand même à faire tout simplement du business, quoi. Donc, on travaille là-dessus en ce moment, mais c'est des sujets qui sont vastes et pas forcément en plus très évidents. Et comment t'es arrivé dans les cryptos, toi? Parce que, un peu comme toi, je voulais devenir assez riche rapidement et j'ai assez rapidement perdu de l'argent. Mais en vrai, non, j'entendais parler de Bitcoin depuis un petit moment, mais à la base, j'avais pas d'argent. Ensuite, j'ai commencé à travailler. Et ensuite, dans les milieux un petit peu geeks, c'est vrai que c'était amusant. Au final, c'était marrant de voir qu'on avait quelque chose qui pouvait vivre de son côté et qu'on a tous vécu les questions des banques qui voulaient « mais qu'est-ce que vous faites avec votre argent ?» Et quand on m'a raconté qu'il y avait quelque chose qui permettait aussi d'être un peu plus libre, c'est les valeurs qui m'ont emmené et le fait de voir qu'en fait, on était early, on est peut-être toujours, et qu'il y a aussi un potentiel de création de richesse pour ceux qui s'y intéressent suffisamment tôt, quoi. Même si la régulation fait que on est de moins en moins libre dans ce milieu qu'on appréciait pour justement cette liberté de ton, cette liberté de parole. Bon, après ça c'est une question parce que justement on dit souvent que la régulation nous bride, mais elle permet aussi de donner un cadre et du coup elle permet la création d'entreprises. Elle le permet, mais quand la régulation est faite pour qu'en fait des acteurs traditionnels qui avaient pris trop de retard puissent ensuite prendre l'avantage. Par exemple, on a vu que l'agrément PSAN, c'était inatteignable pour beaucoup de sociétés qui étaient des pure players crypto, qui étaient là depuis longtemps et qui n'ont pas réussi à l'obtenir. Arrive la filiale de la Société Générale, qui fait peut-être du bon travail, mais qui, bizarrement, comme la Société Générale a une compagnie d'assurance dans ces sociétés, obtient assez facilement l'agrément PSAN parce qu'il faut une assurance de 100 000 € professionnelle qui était refusée à toutes les autres sociétés. C'est beaucoup plus facile de l'obtenir quand vous avez votre propre compagnie d'assurance. Donc c'est ça qui me gêne un peu dans la régulation, c'est-à-dire que oui, il en faut, mais il faudrait que ce soit fait de manière plus équitable pour ceux qui étaient là historiquement, quoi. Ouais, mais après, tu vois, par exemple, moi, j'ai souvent eu cette comparaison avec les États-Unis qui, eux, ont décidé, on régule pas, mais la
la conséquence, c'est que la SEC te tombe dessus un peu au pif. Il régule un peu a posteriori et en te matraquant un petit peu aussi après. Au final, c'est aussi pour t'attaquer quand tu es un plus petit, plus jeune ou un outsider. Mais en fait, eux, ils sont plus intelligents que nous dans le sens où ils laissent l'écosystème se développer. Ensuite, ils vont taper sur les sociétés qui ne sont pas américaines de manière très forte et préserver un peu une sorte de leadership national ou de préférence nationale grâce à leur puissance juridique qui, en fait, peut venir te chercher partout dans le monde et avec une force quasi certaine. Quoi. Oui, bah donc du coup, en fait... donc c'est notre manière de réguler, mais c'est pas forcément mieux, effectivement. Alors, voilà. Vous avez justement des solutions Satoship et comment c'est Yonote, c'est ça Yonote. Vous avez des solutions que vous développez en France. Est-ce que vous commencez à vous internationaliser? Est-ce que vous arrivez est-ce que vous avez des gros concurrents à l'international? Comment ça se passe? Ouais, alors bon, moi j'ai une carrière un peu particulière, donc j'ai passé la majorité de ma vie d'adulte en Asie. Donc le tout début du projet, il était en Asie, et puis je suis revenu en France et on a développé le début de l'aventure en France. Mais toi d'ailleurs, tu n'es pas un peu en concurrence avec Ariani par exemple? Si, ça fait partie des acteurs qui ont démarré très tôt, tout de suite sur le NFT, sur le métaverse, tout ça, donc c'est très intéressant et c'est un acteur qui a su se propager. Il y a également, il faut parler du consortium, créé par LVMH, Richemont, Prada. Ouais. Il s'appelle Aura Blockchain, qui est très intéressant. Et ce qui me fait penser un petit peu dans le cas de la Société Générale, par exemple, qui récupère le PSAN, et du coup, les autres, plus petits, galèrent à rentrer. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant aujourd'hui sur tout l'écosystème Web3 blockchain, qui est le coût d'entrée. Quel est le ticket d'entrée pour la majorité pour pouvoir s'intégrer et rentrer un peu dans les futurs cadres. Binance, 400 millions. Voilà, c'est ça. Ça c'est un très beau ticket d'entrée. Voilà, exactement. Et donc je pense qu'on a besoin de créer des solutions qui permettent de faire entrer la masse, tout simplement. 99% des gens ne sont pas des grosses entreprises ou des grosses fortunes. Donc voilà. Et comment on fait du coup quand on est entrepreneur? Et là, je pense que ça vaut même aussi pour Morgane face à des grosses formations, etc. Et que tous les jours, en fait, on a l'impression que c'est David contre Goliath, quoi. Comment vous faites? C'est quoi votre botte secrète? Je pense que c'est le cas de toutes les startups. Il y a des startups qui ont plus ou moins l'aide de la Banque publique d'investissement, le cachet de Xavier Niel. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Enfin voilà, quoi. Il y a quand même, c'est quand même pas pour tout le monde pareil, quoi. Mais je rebondis sur ce que Chris a dit. Ce qui est quand même intéressant, c'est que on constate des situations où c'est David contre Goliath. Mais c'est très bien d'avoir un écosystème concurrentiel parce que ça permet d'offrir de nouvelles solutions et de proposer des alternatives sans avoir peur justement de ces mastodontes qui sont déjà en place. Alors on parlait d'Ariani qui pourrait être considéré comme un mastodonte, mais ça permet aussi aux start-upers de se dépasser et de venir proposer des alternatives, qu'elles soient techniques, qu'elles soient logicielles, qu'elles soient... ou même marketing, du coup, pour exister pour exister dans cet écosystème qui est déjà fortement imprégné de ce leader. Et donc, la concurrence est saine, d'autant plus dans le domaine dans lequel on évolue, parce que c'est un domaine complexe. Et je crois qu'il doit y avoir de plus en plus de start-upers qui viennent dans cet écosystème, justement pour venir déboulonner un petit peu les leaders du marché et leur faire dire, OK, vous n'êtes pas les seuls, on est également là, on propose des alternatives intéressantes et on voit que ça peut plaire à une clientèle qui est en recherche d'autres choses. Et Morgane, alors toi, comment tu fais face à tous les formateurs LinkedIn là? C'est quoi tes plans? Effectivement, c'est vrai que moi, c'est beaucoup de l'organique en fait. Je suis invitée, j'ai la chance d'être invitée à des événements comme par exemple CryptoXR, mais aussi et de participer à Crypto Tabou, une émission extrêmement célèbre dont tout le monde parle depuis 3 ans maintenant. Mais oui, c'est vrai que moi, c'est souvent en fait l'idée d'être invitée à des endroits, puis les gens qui m'entendent pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, ils viennent vers moi et ils me disent, OK, j'ai envie de travailler avec toi. De bouche à oreille, ouais. Moi, c'est vrai que c'est comme ça actuellement que je fais. Je suis toute petite. J'ai commencé le 23 janvier 2023. Donc, ça fait, voilà. Ah ouais donc, c'est vraiment, je fête mes 1 an. Et c'est tout petit. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. J'ai de plus en plus d'élèves, de clients, donc je suis super contente. Et je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir les yeux de quelqu'un qui ne connaît rien à l'écosystème. Et quand il comprend et que je vois
Et c'est là que je me dis, Ah j'ai ouais, réussi, c'est quoi. tellement le kiff, Moi, c'est ça que j'aime. Moi, c'est J'aime le seul aussi, truc que j'aimais bien en formation. C'est bah quand la voilà. personne fait. C'est ça. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Et tu Donc, peux ils l'avoir arrivent à- aussi quand tu crées un projet de start-up hyper compliqué. Tu es face au VC, tout, il capte rien. Et à un moment, le mec capte et tu es content. Et surtout, en plus, quand après il met de l'argent, là, c'est vraiment. Tout le monde est content. Et tu parlais tantôt de la liberté. Je pense que ce qui me motive, c'est ça. J'aime rendre les gens plus libres. Et je pense que ça peut passer aussi par l'investissement. Et pourquoi se priver de cet écosystème qui est avec un potentiel de dingue, quoi. Bah ouais. Ah oui, clairement, niveau investissement, en plus avec la DeFi, on peut commencer sagement avec Bitcoin et puis on peut se diversifier. Et il y a quand même beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr. Je te rejoins là-dessus. Ok, bah écoutez, on va accueillir un autre entrepreneur. Je vois qu'Ethan est là. Donc si tu veux monter, eh ben, il faut juste que quelqu'un laisse sa place. Voilà. Donc Romain, tu laisses ta place. Allez, accueillons Ethan. Et puis je sais pas quand les autres arrivent. Chiki, tu fais signe aux autres parce que moi je sais pas l'heure qu'il est. Voilà. Tu veux venir aussi toi? Non, non c'est par là l'entrée par contre. Il y a des escaliers. Ah, je ne sais pas expliquer. Donc il y a un changement de place pour messieurs, dames en régie, pour que la scène ne tremble pas. Et c'est parti, on revient alors. Je crois que c'est bon. On a Ethan avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, Agathe. Alors, toi, c'est Pay Consent, ta boîte, c'est ça? Tu peux nous résumer un peu ce que c'est, comment tu as eu l'idée et tout? Alors, attention, parce que là, il y a toute la scène qui tremble, là. Oui, bien sûr. Déjà, merci, Agathe, pour l'invitation. Alors, moi, pour faire simple, je me présente, donc je m'appelle Ethan, j'ai 22 ans. Et un peu comme, je pense, beaucoup de monde, il y a plus d'un an, j'ai eu l'occasion de me rendre compte d'un problème en France, à savoir que c'était possible de bosser pour quelqu'un et de ne pas se faire payer. Ah, et ça, on connaît, nous. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, puisque les des acteurs... menaces peut-être un peu mieux que des menaces, un peu moins extrêmes. Non, et en fait, l'idée, c'est que lors d'un hackathon, en fait, j'ai choisi d'organiser, de rassembler une équipe pour pouvoir tenter de craquer le problème avec une approche qui fonctionne sur la sécurisation du paiement sur la plateforme. Et donc, on a remporté ce hackathon-là. Et puis, à la suite de ça, on a pu avoir un parcours vraiment extrêmement stimulant, à savoir, on est également les gagnants de la Paris Blockchain Week 2023. On avait Solana comme sponsor et on est super fiers parce que j'ai pu me retrouver sur la main stage de l'événement. Qui était très grande. Qui était très grande, au Louvre, devant plus de 500 acteurs influents de l'espace. Et finalement, c'était une expérience incroyable de me dire que je pouvais pousser ce projet un peu plus loin. Et en plus, tu es à Station F maintenant. C'est ça. En fait, du coup, tu es dans quel incubateur En fait, nous, pour faire simple, après la PBW, on s'est fait approcher par Binance, par les équipes de Binance. Et en échangeant, ils ont choisi de nous soutenir. Et du coup, on a rejoint Station F. Aujourd'hui, on développe la solution qui s'appelle Pay Consent. On la développe depuis leurs espaces à eux, le Binance Space. Et voilà, là, on vient de launch le produit. Tout se passe super bien et c'est vraiment une aventure extraordinaire. Et donc voilà, pour faire simple, comment ça fonctionne? En fait, nous, on a une solution qui permet aux prestataires d'envoyer son contrat depuis la plateforme. C'est signé côté client. Il y a les fonds qui sont déposés et sécurisés sur la plateforme. Et à la fin, quand le service est livré, le client valide et c'est payé, tout simplement. Et comment tu fais pour des fonctions un peu, par exemple, marketing, où au final, parfois, c'est compliqué de savoir si le contrat a été complètement achevé ou pas ou est-ce que ça peut être quelque chose de régulier aussi, tout simplement, chaque mois? Enfin, on peut l'auto-valider ou En fait, nous, pour faire simple, c'est des contrats qui fonctionnent au service. Donc typiquement, si c'est un accord pour, par exemple, livrer une landing page avec un logo, nous, on sait que la façon dont ce sera décrit dans le contrat, à ce moment-là, automatiquement, on va avoir à la fin le client qui va pouvoir approuver. Oui, il valide en fait. C'est ça. Il dit c'est bon, voilà. Et s'il y a un litige, tu as préparé des solutions? Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant notre étude de marché, on s'est rendu compte que la plupart des solutions n'apportaient pas véritablement d'alternatives en cas de désaccord. Ouais. Typiquement, sur un Malte, par exemple, en cas de litige, c'est résolution à l'amiable entre deux parties et s'il n'y a pas, c'est remboursement du client.
Ouais. Nous, on voulait vraiment apporter une brique en plus qui n'existe pas. Et donc, nous, aujourd'hui, on a mis en place un partenariat avec un très gros cabinet d'avocats parisien qui va justement, lui, pouvoir intervenir en cas de litige pour pouvoir trouver une solution, aider les parties à trouver une solution et Super. Rembourser ou déclencher un paiement. Quoi, super. Et je pense que Morgane sera contente parce que nous, on a souvent des impayés dans nos métiers. Donc, voilà, ça va être pratique. Là, au moins, en fait, on est sûr que le client, il a l'argent en fait quand on démarre. Parce que c'est vrai que c'est quand même... Bon, après, pour les startups, c'est un peu compliqué de mettre en avance ta trésor. Mais tu peux le mettre comme un gage, quoi, peut-être, ou je ne sais pas, mais tu vas faire un emprunt sur Aave, tu mets l'argent, après ça se trouve tu seras liquidé, mais ça c'est pas très important. Mais pour tous les crypto lovers, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je sais que juste avant, on parlait d'adoption de la blockchain et de comment ça va se passer. Moi personnellement, je suis un fervent défenseur de la technologie, je trouve qu'elle est extraordinaire. Et il y a plusieurs segments sur lesquels j'avais parié à l'époque qui aujourd'hui ont pas mal explosé. Mais typiquement, la blockchain, j'y crois vraiment dans cette techno-là. Et c'est pour ça que ma vision, c'est de développer une solution où finalement, on ne voit pas la blockchain. On a fait une abstraction totale de cette techno-là. La solution est utilisable par tout le monde, par mes parents, mes grands-parents, même s'il fallait. Et je pense que, d'ailleurs, j'en suis convaincu, l'adoption, elle se fera en silence pour résoudre des besoins. Est-ce que les deux solutions qu'on a ici, c'est un petit peu le cas, non? Peut-être Satoshi un peu moins. Toi, tu t'en profites quand même pour faire un peu de pédagogie, j'imagine. On reste sur des aspects très techniques, effectivement, parce qu'on évolue dans un domaine complexe. Mais je rejoins ce que tu dis. C'est très important d'essayer de fournir des solutions qui apportent une abstraction complète de la technologie pour montrer à tout le monde que finalement la blockchain, les crypto-monnaies, Bitcoin, c'est simple. Mais il ne faut pas le faire au détriment de la sécurité. Et donc, chez Satoshi, c'est ce qu'on essaie de faire, mais fatalement, il y a quand même une certaine complexité. Et alors, je voudrais rebondir sur ce cas-là. C'est encore une fois David contre Goliath. Il existe énormément de plateformes qui proposent des services équivalents, mais c'est génial d'avoir une start-up qui émerge, qui utilise la blockchain pour résoudre un problème et qui propose une solution finalement, un pied de nez au Malte, au Fiverr qui existent et qui sont déjà des mastodontes à l'international. En vrai, alors moi j'ai entendu parler de concurrents, mais pas tant que ça. Enfin, il n'y en a pas un qui est très identifié parce que, tu vois, moi par exemple, Malte, déjà c'est pas là où je recrute des freelancers. Donc en fait, en vrai, moi j'ai pas vraiment... Enfin, c'est vraiment... par exemple, la dernière fois, là, j'ai demandé un travail à une fille qui est au Pakistan. On ne se connaît pas. Pour se faire confiance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la mission. Et en gros, je lui ai demandé une toute petite partie pour 100 $. Comme ça, elle prenait pas trop le risque de travailler pour rien si jamais je la payais pas. J'ai envoyé les 100 $. Elle a vu mon adresse, elle a vu qu'il y avait de l'argent. Elle a eu confiance dans le fait que du coup, sur la mission plus grosse, je la paierais. Mais c'est vraiment pas optimal. C'est vrai que j'aurais préféré mettre ça dans un vault et valider quand c'est fait, quoi. Avec un escroc, une plateforme qui interagit, ça, et comme ça, les deux côtés sont assurés que la transaction se passe de la meilleure manière possible. C'est ça. C'est vrai, il faut que tu le sortes, ton truc. Moi, j'en ai besoin, là. En plus, il y a de plus en plus de gens, alors du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Il y en a qui utilisent Tron, il y en a qui utilisent Solana. Quand c'est Ethereum, j'ai 10% qui part dans les frais, donc j'en ai marre, quoi. Enfin, je fais des bridges pour payer les gens, quoi. C'est dingue. Ouais, et puis côté Web 2, en fait, tu t'attaques au segment du factoring. Et le factoring, c'est un peu abominable. C'est quoi le factoring ? En fait, c'est la banque qui achète ta facture de prestation et qui va aller la réclamer auprès de ton client. Okay. Bon, il y a pas mal de clauses. Moi, j'ai expérimenté. Ça m'a valu un trou de 6 mois de trésorerie parce que en fait, ça leur plaisait pas comme la prestation de service était faite, parce que c'est une prestation récurrente et ça rentrait pas dans les clous comme il fallait. Donc ils ont juste pris un pourcentage sur un travail qu'ils n'ont pas fait. Donc ça, c'est très très frustrant. Et quand on est freelance, avoir un trou de 6 mois de trésor, c'est pas possible. Horrible. C'est pas possible. C'est horrible. Quand il y a une entreprise, voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est très très cool. Bravo à toi. Je te remercie. Et ce que je trouve intéressant, c'est le fait de pouvoir, en fait, avec un projet qui est très Web 2 et qui va pouvoir se démocratiser auprès de toute la population un peu mainstream. L'idée, c'est que
C'est les lapins crétins là-bas qui font. C'est ça. Non, ce qui est intéressant, c'est aussi, moi j'aime beaucoup le concept du smart contract, le fait qu'on puisse inscrire des conditions légales directement sous forme de code et qu'elles s'exécutent de façon automatique. Ça, c'est extraordinaire parce que typiquement, avec une solution comme Payconsent, on pourrait très bien voir à l'avenir un influenceur qui bosserait avec une marque et il se mettrait d'accord sur des objectifs de vues sur une vidéo et on pourrait se dire que par exemple à 100 000 vues, automatiquement le smart contract il déclencherait en fait un palier de paiement de 10 000 €, puis à 250 000 il déclencherait 25 000 €, puis à 1 million il déclencherait l'intégralité du reste qui est stocké sur smart contract. Ça pourrait être par exemple, sans besoin. toi en fait ta solution elle pourrait même être réutilisée en marque blanche par toute la social fille Web3 quoi en fait. Ouais, les nouveaux réseaux sociaux quoi. Carrément, et même d'ailleurs moi j'ai été contacté là juste la semaine dernière par 2 acteurs qui sont en train de lancer des places de marché avec des potentiels intéressants. Un sur la verticale des développeurs Web3 freelance, l'autre sur la verticale des artistes qui bossent avec des labels de musique. Et ces deux-là en fait sont venus m'approcher en me disant qu'aujourd'hui ils n'avaient pas trouvé de meilleure solution que Payconsent pour pouvoir allier à la fois le côté sécurisation du paiement et résolution des litiges. Bravo, hein, bravo. Ouais, je trouve que c'est une très très belle utilisation de la blockchain et de tout ce qu'elle peut offrir. Et tu as raison, je pense que ce genre de solution où les personnes ne sauront même pas en fait qu'il y a la blockchain, ça va clairement révolutionner et ça va aider pour l'adoption. 100% d'accord. Félicitations à toi. Merci. Bon chers amis, je tiens à préciser, j'espère qu'on m'entend, qu'il y a des intervenants que je suis censée avoir. Si vous venez pas me faire coucou, je peux pas vous voir en fait. Donc voilà. Chiki, t'es là, tu montes, vous montez? Toi, tu vas? Ok. Alors, changement d'intervenant. La régie, vous pouvez... Et voilà, c'est reparti, on recommence, nouveau plateau, Ethan reste avec nous. Et nous avons Ulysse du Joker Club, nous avons Chiki des Suggs et nous avons Antoine des Waldos Legends. Et donc, je pense qu'on va parler un peu NFT, jeux, cannabis, Suggs Life. Enfin, là, on va rentrer dans... Il est un peu plus tard, quoi. Voilà, on va rentrer dans ce... ça y est, les âmes sensibles sont partis. Ça y est, là, c'est moins de 18. Parce qu'il y a du casino quand même. Joker Club, c'est avec Partouche, c'est ça? Exactement, c'est le projet de Partouche. Et c'est ton nom de famille d'ailleurs, toi. Exactement. Vas-y, commence par te présenter alors. Je m'appelle Ulysse Partouche. Tiens-le bien sur le menton. Je tiens bien comme ça en diagonale, parfaitement. Non, sur le menton. Sur le menton, sur le menton. Ouais. On est bon. Je m'appelle Ulysse Partouche et je suis le fondateur de Partouche Multiverse, la filiale Web3 et innovation du groupe Partouche. Aujourd'hui, notre premier produit, c'est Joker Club, qui est grosso modo un système de fidélité non fongible. Le but, c'est que chaque consommateur il a un système de fidélité unique qui lui appartient. Et aujourd'hui, si vous voulez, on essaye de faire de se battre contre les métaverses en disant la vraie vie, c'est bien aussi. Ah, intéressant. Mais bien sûr que c'est bien la vraie vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est tous à CryptoXR, pour se voir
IRL, comme on dit, in real life, et pour pouvoir boire des coups ensemble, ce qui compte quand même énormément. Nous en témoignerons en vous racontant la soirée d'hier. Ou pas. Soirée d'hier, soirée de ce soir, soirée de demain soir. C'est vrai qu'on a 3 soirées quand même. C'est quand même le seul salon qui fait 3 super parties, quoi. Et qui prévoit de commencer à 13h30 pour pouvoir se lever quand même tranquille et se pouvoir. En fait, grosse dédicace à Maxime de Métis Merci, Mining Maxime. qui a organisé CryptoXer. Gros big up. Il prévoit carrément qu'on se mette des mines tous les soirs à l'event. Ça, c'est magnifique. Donc voilà, merci à lui. Bon, alors, Chiki, c'est à toi de te présenter. Alors, c'est quoi les Thugs Life? Alors, écoutez, moi c'est Chiki. Moi je représente le projet Thugs Life. Donc c'est un projet NFT à la base. Vraiment à la base, on a constitué une famille autour de cette collection NFT. On a construit cette communauté. Et derrière, en fait, les gens de la communauté, ils s'impliquent, ils créent des projets. Donc on a fait notamment le premier showcase de rap français dans le métaverse. On a aussi organisé la soirée Legends in Paris sur la péniche au NFT Paris de l'année dernière. J'ai pas pu rentrer. Ouais, désolé, il y avait trop de monde. On a eu 650 tickets qui ont été pris. On a fait tanguer la péniche. Incroyable. Donc ouais, on fait des trucs cool. Et là, on part sur du gaming. On a inventé un concept de jeu de rôle qui est en gros une guerre de gangs, mais avec un game master au tour par tour. Et donc l'idée c'est de capturer des bâtiments et donc il y a des missions, il y a des quêtes et tout, il y a du raid sur Twitter, il y a du roleplay sur Discord avec des jets de dés et tout. Et on en profite aussi pour implémenter notre jeu 3D, c'est-à-dire qu'on a un prototype de jeu 3D développé sur Unreal Engine et bam, au final on permet d'utiliser en fait Warthog, ce concept de jeu pour l'implémenter et faire découvrir à la communauté. Très cool, très cool. Bon, merci beaucoup pour c'était un très beau pitch. Bravo, Chiki. À toi. Ouais, t'es bon, hein, tu fais ça bien, franchement, bien. Moi, je suis Antoine, je suis le COO de Waldos Legend. Waldos Legend, c'est un petit peu particulier, c'est une marque Web3 qui est allée dans le Web2 puis dans l'IRL. En gros, on a créé une collection de NFT. Avec l'argent de ces NFT, on a créé une boutique en ligne, puis une boutique physique à Montpellier. On a notre premier shop là-bas. Et on a développé tout un univers autour du cannabis légal, autour du CBD en France. Et l'utilité première en fait de notre collection NFT, c'est de donner un discount à nos holders. Ils ont entre 30 et 50% de réduction sur la boutique, suivant le niveau de rareté du NFT. Donc en fait, on a tout de suite donné une application IRL à cette technologie, la technologie NFT. Et donc on milite pour un cannabis libre et indépendant et de qualité en France. Bah ouais. Voilà. Ouais. Que ce soit du CBD ou du THC plus tard, voilà. Nous, c'est ça notre domaine d'activité. Et d'ailleurs, je voulais te dire, ça y est, le canal Crypto Cana existe maintenant dans l'association Normal France. Incroyable. Voilà. Ça, donc, c'est en trop fait, bien. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre Normal France, vous pouvez devenir adhérent. C'est pas très cher, je crois que c'est 30 € l'année. Vous accédez, y a, évidemment, les informations, elles sont libres sur le site web, mais vous accédez à plus de conseils et tout au Discord, avec plein d'informations sur le cannabis, légal et illégal. Et maintenant, on a un canal public pour tous les adhérents et même les non-adhérents, en fait. C'est juste une fois que tu es sur le Discord, où on va discuter des liens entre crypto et Cana et voir ce qu'on peut faire ensemble, en fait. Donc, je pense que ça peut coller pas mal avec Joker Club, ça peut coller pas mal avec les Thugs. Donc, je vous invite à venir et à adhérer aussi parce que, voilà, je pense qu'on a besoin de plus d'informations et de bien diriger les gens autour du cannabis. Ouais. Avec plaisir. Ben, super. Et toi, alors, j'avais une question, Ethan, du coup, puisque tu es là parmi tous ces zozos. Puis c'est quand même super sérieux, quoi. Tu as 22 ans, tu as fait une start-up, ça y est, il y a Binance, tu es à la station F, tu fais un truc pour le paiement. Est-ce que tu es quand même un peu dégène, voilà. Est-ce que tu as des NFT, Thugs, voilà, des trucs comme ça? Est-ce que ça t'intéresse cette partie-là ou pas? Ouais, alors je pense que d'ailleurs, parmi vous, je suis peut-être un des plus dégènes du groupe. Oula. En fait, pour faire simple, moi, très tôt, je suis tombé dans l'investissement. Alors, j'ai pas investi dans le Bitcoin à l'époque quand il valait quelques dollars. Par contre, j'ai investi dans autre chose, les skins d'un jeu vidéo. Autre chose. En fait, il y a un jeu. Dis-nous tout. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Counter Strike et je pense d'ailleurs ils sont parmi. Bêta 1.4 pour moi. CSGO roulette avec les skins, on connaît, on était là 2014. Aïe. Exactement. Et du coup, en fait, souvent, moi, il y a une question que j'aime bien poser, c'est savoir c'est quoi le multiplicateur maximum que les gens ont fait dans la crypto.
Et je me suis rendu compte qu'en tout cas, aujourd'hui, à ce jour, j'ai été celui qui a fait le plus gros multiplicateur en investissement. Mais moi, c'était pas dans de la crypto, c'était dans un skin sur Counter-Strike. Et donc, voilà, pour le fun fact, j'ai fait x400 sur mon investissement. Et c'était une capsule de stickers. Et voilà, en fait, pour moi, c'est l'ancêtre des NFT. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est que incroyable, je connais pas du tout, moi, j'y connais rien. Moi. Ouais, en fait, les skins, c'est les décoratifs que tu peux mettre sur tes armes pour Counter-Strike. Oui, ça, je vois ce que c'est, mais Counter-Strike, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est jeu de guerre, quoi. Les terroristes contre les antiterroristes. Et c'est aussi important de préciser par rapport à la culture du milieu NFT que l'artiste d'Artefact et de Clonix à la base est un très grand artiste de skin CSGO et c'est comme ça qu'il a été recruté par Cyril Pagotto parce qu'il était un artiste hors pair du skin CSGO. Ah ouais, ok. Incroyable. Ok. Grosse anecdote. Mais alors du coup, ces trucs-là, c'était pas des NFT et est-ce qu'il y avait du coup les royalties, tout ça, est-ce que la personne qui les a dessinés a quand même été un peu récompensée quoi? Alors du coup, il n'y avait pas ce concept-là, ce modèle-là de royalties. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un marché secondaire, il y avait une certaine forme de rareté autour des objets. Donc, typiquement, il y avait des gros événements e-sport qui étaient organisés, qui s'appellent les majors. Et en fait, pendant ces majors, qui duraient 2 mois, 2-3 mois, on avait des objets qui étaient drop et qui, derrière, il y avait une supply qui était complètement limitée. Et donc, de ce point de vue-là, c'est justement ce qui m'a fait rentrer par la suite dans les NFT. C'est qu'en fait, j'ai revu le même genre de modèle et c'était extrêmement intéressant. On a pu jouer. Alors attendez, parce que moi, il me semblait que les gens du gaming, ils détestent les NFT, les cryptos et tout. Donc c'est quoi cette histoire là? Si les premiers NFT c'était dans les jeux, et en plus c'est là où j'ai l'impression qu'il y a un besoin par rapport justement aux skins, aux objets que tu gagnes pendant le jeu et tout, de les détenir quoi. Moi, je pense que pas de la plateforme. Je pense que les NFT, ils vont clairement s'imposer aussi grâce au gaming. Par la force des choses, parce que l'utilité va être constatée par la force des choses en fait. À un moment donné, les gamers, là c'est vrai que c'est comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, en fait la communauté gamer, tu vas sur jeuxvideo.com, etc. Les NFT sont décriés de manière horrible. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, parce qu'en fait il a une très mauvaise image avec tous les scams, les arnaques, etc. Et ouais, les influenceurs qui ont chillé des projets NFT et derrière, en fait, il y a plein de gens qui se sont fait avoir, qui se sont fait arnaquer. Et les NFT, la technologie NFT, malheureusement, a subi cette image-là. Et les gamers, ils sont vraiment très vindicatifs par rapport aux NFT. Il faut faire un travail de fond, en fait, pour changer cette mentalité-là. Tu vois, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire avec Tux Life. On va montrer aux gens du gaming classique. On va leur proposer des choses stylées qu'ils n'ont pas retrouvées, qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Et on va leur dire, mais regardez, en fait, vous kiffez ça, c'est grâce au Web3. Donc en fait, c'est juste des mauvais a priori que vous avez. Et il faut savoir creuser les choses. Des fois, il faut apprendre à prendre du recul sur soi-même et sur ses opinions. C'est ça. Et moi, si je pouvais rajouter juste un truc, parce que je colle complètement avec cette vision-là d'avoir une approche très seamless, très mainstream. Et finalement, je pense que tout l'enjeu des NFT, en tout cas dans le gaming, c'est pas forcément de dire regardez, on lance un jeu et il y a des NFT. C'est plus de dire regardez, on lance un jeu, il est super cool. Et après, comme tous les autres jeux avec des objets à acheter pour avoir des skins d'armes ou de personnages, enfin voilà, ce genre de choses, avoir une expérience un peu plus poussée, à ce moment-là, qu'ils puissent faire de la même façon, acheter ces objets-là, juste, mais derrière backé par une technologie qui est la blockchain, qui est les NFT, les smart contracts. Et voilà. Et c'est exactement ce qu'a fait Cross the Edges. Si tu vas par là, c'est génial. C'est un jeu d'abord avec lequel on s'amuse. Et après, quand on a collectionné toutes les cartes, on peut les récupérer en physique. On peut les récupérer sous forme de NFT. C'est pas play to earn, c'est plus c'est hyper sain. Parce que un jeu, c'est fait pour jouer. C'est pas forcément fait pour gagner de la thune. Ouais. De base, les gens pay to play. Ouais. Tu vois? Et là, on est vraiment dans il y a un gros débat parce que justement, je crois que c'est Steam qui veut faire payer en streaming en fait maintenant les jeux et donc tu les détiendrais plus. Oui, mais comme le fait GeForce Now ou ce genre de choses. Ouais, mais les gamers, ils sont pas contents. Ils disent moi, je veux avoir le jeu sur mon PC, quoi. Ouais. En gros, ils veulent pas Netflixer. Et ce que je trouve aussi qu'il y a un des problèmes majeurs de la manière dont le gaming est utilisé dans le Web3, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs qui font du jeu, ils cherchent une manière d'incorporer une économie à l'intérieur d'un jeu. Ouais. Sauf que le problème, c'est que toutes ces économies qu'ils essaient de créer à l'intérieur d'un jeu, elles n'ont aucune valeur intrinsèque et elles sont basées sur des assets qui n'ont aucune valeur intrinsèque parce que le jeu n'existe même pas et c'est même pas un jeu qui a déjà une communauté existante. Il y a des jeux comme Sandbox qui ont réussi à transcender entre guillemets on va dire ce postulat.
Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est pas de mettre des économies dans des jeux, c'est trouver une manière d'incorporer des jeux dans l'économie existante et trouver une manière de habiller un peu les interactions qui existent déjà dans notre société. Donc toi, de manière gamifiée. Gamification de choses qui ne le sont pas encore. Je pense juste que si tu veux faire un play to earn, que tu prends par exemple les plus grosses industries de supply chain et que juste tu crées un jeu vidéo qui gamifie comment tu gères ta logistique, et bah par exemple, ça serait un play to earn qui est beaucoup plus fiable et beaucoup moins Ponzi que ce qu'on a l'habitude de voir. Il faut juste en fait utiliser le play to earn comme un outil pour accélérer ce qu'on fait déjà dans le monde réel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les technologies, notamment avec l'IA, il y a plein de manières de te faire jouer à un jeu, mais que ton implication dans le jeu ait un vrai impact et créer vraiment de la valeur. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est créé, donc il n'y a pas de valeur intrinsèque dans ces économies, c'est des cercles fermés. Et s'il n'y a pas plus d'argent qui rentre dedans, ils ne pourront pas s'alimenter. Intéressant, intéressant. Et alors on a quand même deux secteurs où il y a beaucoup d'arnaques autour de ce panel. Le cannabis, il y a plein d'arnaques. Le casino, c'est même si tu fais pas tout à fait le casino, mais il y a toute cette histoire d'arnaque. Pourquoi vous mettez dans cette merde en plus vous rajoutez les cryptos? Comment vous gérez C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je t'avoue que je suis un peu surpris que tu me la poses parce que la blockchain à la base c'est basé sur la transparence. Ouais. Et le but de la blockchain, c'est justement de pouvoir être transparent avec son consommateur et de lui montrer ce qu'on a l'habitude de faire derrière les coulisses. Nous, par exemple, le groupe Partouche, on est le premier groupe en France à avoir été coté en bourse et c'était la volonté de mon grand-père de justement ouvrir le groupe pour que tout le monde puisse voir la transparence de la manière dont un casino est géré. Aujourd'hui, mon père vient de faire une interview sur Légende où il expliquait justement que dans un casino, l'État prend 54%. On est délégataire de services publics, on n'est pas propriétaire des casinos. C'est une licence qu'on prend sur 20 ans. Donc si je précise pour les casinos, parce qu'on parle d'arnaque, c'est l'endroit le plus dur où tu pourrais potentiellement faire une arnaque. Quelqu'un qui chercherait à faire une arnaque dans un casino, je pense qu'il devrait arrêter les arnaques. Avec les jeux de casino sur Internet, après, exactement, c'est sûr qu'aujourd'hui... Parce que toi, du coup, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent croire que Joker Club, en gros, c'est la version NFT numérique de Partouche et que du coup là par contre vous allez pouvoir être plus cool sur les règles, mais je crois que c'est pas le cas. Et en plus toi ton projet c'est pas tout à fait ça. Joker Club c'est pas un produit de gambling, même s'il y a le côté spéculatif sur le marché secondaire, mais c'est quelque chose qu'on regarde pas du tout. Et aujourd'hui nous c'est vraiment donner l'offre au consommateur peu importe le prix auquel il a payé. Aujourd'hui, si on regarde vraiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites offshore sur le casino en ligne. Il faut préciser que le casino en ligne est illégal en France, uniquement les paris sportifs et le poker en ligne. Donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques on va dire en ligne sur beaucoup de sites offshore. Mais après, ça ne veut pas dire que nous, sur Joker Club, on va incorporer des mécaniques de casino. Et il y a une phrase de mon grand-père qu'un jour, quelqu'un lui a demandé comment est-ce qu'on fait pour gagner au casino. Et il a répondu, pour gagner au casino, il faut en acheter un. Et donc du coup, nous, en fait, l'idée de dire, c'était est-ce qu'on peut faire que les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter un casino, ils puissent se retrouver dans la même place et pouvoir potentiellement gagner avec le casino. Et c'est pour ça qu'on a créé Joker Club. Ok, intéressant, c'est marrant. Et alors toi, comment tu fais du coup face à cette réputation déjà sulfureuse du cannabis, même si le CBD, bon, c'est maintenant, c'est régulé, etc., c'est plus accepté, mais il y a encore, c'est quand même associé parfois à de l'arnaque parce que des gens sont fait arnaquer sur le marché noir ou même, je dirais même, dans les boutiques CBD, quand même, il y a des produits qui sont clairement pas de qualité. Et donc, comment tu fais pour rassurer quand tu as en plus une couche, on fait des NFT, voilà et tout. Est-ce que déjà tu as beaucoup d'attaques là-dessus sur Internet ou pas? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Je pense qu'on est quand même des ovnis un peu dans le secteur. Le fait d'avoir ce cheminement Web3, Web2, IRL, ça change un peu les questions qu'ont les gens et ils mettent pas tout de suite en avant le côté cana. Tu vois, c'est plutôt de comprendre déjà qu'est-ce qu'on fout là dans un salon Web3 alors qu'on vend du CBD. Tu vois, et ça c'est plus intéressant que le fait de savoir qu'on vend du cannabis. Après, il y a le fait aussi qu'on est assez cru dans nos mots. Nous, on fait du cannabis légal. Que ce soit du CBD, du THC, on n'aura jamais de problème à le dire haut et fort. Si ta question c'est de savoir pourquoi je me suis foutu dans cette merde, c'est juste par passion et parce que je pense que la technologie blockchain aujourd'hui peut apporter des trucs incroyables. Je te donne un exemple. Aux États-Unis, ils ont déjà mis en place un système qui s'appelle Metric. C'est du track and trace. Tout est enregistré sur la blockchain et c'est comme ça que tu peux être un acteur certifié de qualité dans leur écosystème. On parle du THC, mais c'est déjà un très grand pas vers de la transparence, vers de la qualité de la graine à l'étagère. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on aimerait mettre en place en Europe et utiliser la technologie blockchain pour ça. On mettra en place quand on aura le droit de faire un peu plus ce qu'on veut, parce que tant qu'on est limité... On y vient. En fait, on se prépare pour la régulation d'ici 2026. Il y a un moment, ça va tomber sur le coin du nez. Il faut qu'on y soit prêt. Préparons-nous, chers amis. Mais du coup, moi j'ai une question pour toi.
Ce genre de modèles, ils sont hyper intéressants parce que tu pourrais typiquement donc, les déployer pour Waldos, mais après, on pourrait voir ça dans d'autres segments de la supply chain pour pouvoir tracer, par exemple, les produits, les produits alimentaires, par exemple. Mais là, l'intérêt, je trouve, qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même une communauté aussi. Enfin, le cannabis, il y a un aspect où ça se consomme ensemble. Il y a une communauté. Enfin, on fait communauté avec le cannabis. Du coup, je trouve que ça colle super bien. Et vous avez les NFT, etc. C'est vrai que c'est une autre chose que d'aller faire de la traçabilité de d'autres produits où voilà, tu n'as pas en plus in fine derrière un intérêt lié à un NFT ou quelque chose. Quoi. Et même au-delà du cannabis, ce que Waldos a réussi à faire avec son projet, c'est quelque chose qu'on voit très rarement dans le milieu des NFT, c'est partir d'une collection digitale et réussir à créer un shop physique pour son produit. Ouais. Ça veut dire, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas d'autres exemples en tête d'une collection qui est partie complètement du digital et qui a réussi à s'instaurer dans le monde physique de manière aussi smooth. Ouais, c'est comme si un mec il se mettait à vendre des photos d'abeilles. Et avec la vente de ces NFT, il finit par faire du miel dans une boutique. Ah, c'est un peu ça l'idée, tu vois. C'est incroyable, qui finalement s'est avéré être un énorme scam. C'était génial, ouais, ça. High five. Quelle histoire rocambolesque. C'est tellement bien les cryptos quand même. Qu'est-ce qu'on rigole, quoi. On en découvre des incroyables tous les jours, mais force aux anciens membres de High Five qui ont dû raccrocher avec cette histoire. Et c'est pour ça, justement, je rebondis en transition que maintenant, en fait, quand tu as un projet Web3 et que tu dis on est là depuis 2021, par exemple avec Tugs, on est là depuis septembre 2021. Bah là, je vais commencer à créer une campagne de com, tout un plan de com autour du tampon. On est là depuis temps et en fait, ça devient un green flag. Ça devient un indicateur en fait de performance et de succès en fait. Une team Web3 dans un projet NFT qui est là depuis plus d'1 an, déjà c'est un indicateur. Oui, tu sais, t'as quand même, ils sont encore là. Après, ils peuvent être des très très bons arnaqueurs et ça fait depuis 1 an qu'ils niquent tout le monde aussi. Oui, je suis d'accord. C'est comme AIM, ils sont développés dans plein de. Enfin bon, après je vais pas faire de polémique. C'est crypto tabou, c'est sans tabou. Ah pardon, excusez-moi, on peut balancer direct. Moi je veux du drama, je veux qu'on balance des gens. Là, j'ai pas invité parce que j'ai peur d'avoir des problèmes quand même, on va se calmer. Mais après il y a eu des décisions judiciaires qui ont été prises, donc c'est pas des... Tu vois, je dis pas ça dans le vent quoi. Mais bon, effectivement, il y a des arnaques partout, il faut faire attention. C'est pas parce que ça dure que c'est pas forcément une arnaque. Après, voilà, il y a des projets, typiquement, ça arrive en fait que juste le projet il échoue. Juste. Oui, il y a ça. En fait, tout le monde croit que c'est que dans le Web3, mais il y a plein d'entreprises classiques qui déposent des bilans, qui. Enfin voilà quoi. C'est quoi, c'est une sur 100 qui reste plus d'1 an et demi, je crois. Je connais pas la stat. 10 sur 100 qui reste plus d'1 an et demi des startups et peut-être une sur 100 plus de 3 ans. Je connais pas la stat. C'est un truc de malade. Moi par exemple, j'entendais les chiffres là l'autre fois. Je crois que c'est Asher ou je sais plus qui a dit il y a plus que 30% des jeux qui avaient été créés en 2021 qui sont encore en activité. Et tout le monde dit que c'est. Mais moi je trouve que c'est énorme. C'est énorme, c'est la preuve que c'est vraiment un secteur qui construit. Tout le monde était là, mais attendez, mais on ne se rend pas compte. Dans la fintech, c'est pas 30% qui reste. Hein. Donc vraiment, je pense que ça se développe de fou. Le gaming, la communauté, tout ça, là, ça va être super. On va au-devant de très belles années. Hein. Ouais. Moi, je suis très confiant. Ah, moi, je suis bullish, de toute façon. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis très bullish. Voilà, avec ou sans NFT, super. Avec ou sans la meilleure crypto dans mon bag, franchement. Dans tous les cas, on va bien rigoler, quoi. C'est ça le truc, quand même. Et là, ça va être la reprise du bull market, peut-être. Ouais, c'est reparti, là. Ça arrive. On est peut-être dedans. Hein. C'est quoi On est au début. On peut parler un peu prévision du marché. Vas-y. Allez, c'est parti. On fait les paris, là. C'est parti, on enregistre. Non, au niveau du marché, là, vous pensez qu'il va se passer quoi? Vous pensez que ça va continuer à monter et directement, en fait, on n'aura pas ce fameux retracement pour que ça parte direct en bull market? Ou alors, inversement, ça va retracer très fort, on va faire sortir tout le monde et après, on va repartir? Non, alors déjà, je pense pas que ça retrace très fort. On ne reverra jamais là, le BTC à 20. Ça va redescendre avant le halving, puis ça va repartir. Après, le bull run, pour moi, il va exploser fin d'année, début 2025. Puis après, ça va de nouveau s'étioler vers novembre 2025. Et puis, bear market 2026. C'est des cycles de 4 ans quand même, donc tu vois. Mais tous les signaux sont là pour que ça reparte bien cette année-là. Quand même. Ok. Et du coup, moi, juste une remarque que je veux faire par rapport à ça. Je m'intéressais beaucoup forcément au marché, au cycle. Et
je ne sais pas si vous êtes fait cette remarque, mais moi j'ai l'impression en tout cas que les cycles se rallongent en termes de temps, et que finalement c'est pour ça que moi je ne m'y attendais pas personnellement. Quand le BTC il était à 15 000, j'avais prévu, anticiper qu'il allait pour moi aller taper les 42 000 premier arrêt, 48 000 deuxième arrêt, et qu'après on allait sûrement retracer avant de repartir. Mais par contre je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça en fait. Quand j'ai vu que en termes de timing, en termes de temporalité, on arrivait à mes objectifs à 35 000 au niveau du Bitcoin, je me disais bon, c'est déjà pas mal de 15 à 30 par exemple, petit retracement et ça repart. C'est pas grave si on va pas chercher mes objectifs. Mais finalement ça a fait l'inverse de ce que je pensais. On est quand même allé chercher un peu plus tard que prévu 42 000 et presque 48 000. Du coup par rapport à ça, voilà, ça se trouve, voilà, moi la réflexion que je voulais mettre en place, montrer, c'était surtout le côté les cycles se rallongent. Donc bah, tant mieux, ça me laisse plus de temps pour faire de l'argent et mettre des sous dedans, quoi. Parce que là, moi, j'ai voilà, douillé, quoi. Il faut continuer à rajouter parce qu'on va se mettre bien. Moi, j'ai envie qu'il commence le plus tard possible, le bull run. Bah, parce que pendant ce temps-là, moi, je fais de l'argent, quoi. Voilà. Donc, j'en achetais plus. C'est ça, DCA. C'est ça, le truc. Je suis pas pressé, quoi. Moi, je pense que vraiment, ce bull run, il va se faire en 2 temps. Qu'on va avoir vraiment... là, je pense que ça va galérer, on va range. Il va pas y avoir de gros retracements. Il y a tout le monde qui attend des retracements. En fait, la plupart du temps, quand tout le monde s'attend à quelque chose, ça n'arrive pas. Le marché, il est là pour baiser la majorité. Ça arrive, hein, attention. Hein, ouais, je suis d'accord. Mais après, c'est pour ça qu'on dit des souvent, etc. Mais moi, je pense vraiment qu'on va aller jusqu'au 80K, tu vois, un truc comme ça, d'ici après le halving. Je pense qu'on va stagner jusqu'au halving, tu vois, et qu'à un moment donné, le halving, pareil, tout le monde, l'inconscient collectif va se dire, en fait, là, ça y est, quelques mois après le halving, souvent ça part, et bah tout le monde va se mettre en même temps à se dire le moment arrive, et c'est là où ça va partir. Et je pense que là, on peut toucher des sommets à 120 000 et tout, mais d'ici plus 2025, tu vois. Il y a tous les gens qui étaient à moitié convaincus au dernier bull run qui vont revenir cette fois plus fort, quoi. Et en plus, moi, je serai vachement plus riche. Quand je vais venir, je vais foutre tout mon blé. Vous allez voir, les mecs, ça va décoller, moi. Je te direct. Hein. Non, et ce qui est intéressant, c'est que si je fais un parallèle, par exemple, avec le monde des casinos, dans les casinos, on a un type de profil qu'on appelle les systémiers. Et c'est des personnes qui rentrent au casino, qui vont à la roulette, et ils voient ce qui se passe, et ils vont noter, OK, rouge, OK, noir, OK, rouge. Et ils notent tout ce qui se passe. Et en fait, eux, c'est des gens qui pensent que c'est possible de battre le casino, et qu'on peut, en fait, calculer... donc ok, j'ai remarqué que dans 15% des cas, s'il y a le rouge qui tombe 3 fois, il y a plus que 50% de chances. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui. En fait, à chaque fois, la même chance que la à chaque fois, tu as autant de chances aléatoires. Mais il faut réviser ces cours de mathématiques. Alors, pour ramener le parallèle au monde de la crypto, pour moi, en fait, parier sur, on va dire, le cours du Bitcoin demain, à part si vraiment c'est des gens qui sont en analyse technique et qui savent vraiment aller chercher l'information, de manière générale, ça revient à la même chose pour moi. Parce que dans tous les cas, je suis pas d'accord. Sur le court terme, je pense que c'est quelque chose qui, au final, oui, pour que quelqu'un gagne de l'argent, oui, on est d'accord, pour que quelqu'un gagne de l'argent, il faut que quelqu'un d'autre en perde. Ça, c'est une valeur de base de trading. Clairement, le mec par contre, je finis sur le long terme, on est tous complètement d'accord que c'est mathématique. Bah, c'est zéro. C'est pas une question qu'on doit se poser. Pour moi, si on est là, c'est qu'on sait. On sait que le Bitcoin, mathématiquement, mais c'est surtout que c'est zéro. Il montera. C'est zéro ou plus haut. Donc en fait, Bitcoin, il vaut soit zéro, imaginons que ça soit possible, soit plus, quoi. Ouais, et même si on pousse le raisonnement, il n'y a aucune ressource qui est réellement limitée sur Terre. Même l'or, quand on va pouvoir miner des astéroïdes, on pourra ramener de l'or. Mais les bitcoins, il y en aura 21 millions, il n'y en aura jamais plus. Donc si on réfléchit mathématiquement au fait qu'en plus, tous les gouvernements impriment de plus en plus d'argent et qu'on essaie de calculer la valeur finale mathématique du bitcoin, et ben la seule réponse, c'est l'infini divisé par 21 millions. Parce qu'il y a une infinité d'argent qui pourrait être injecté dans un asset limité. Donc en fait, mathématiquement, oui, c'est sûr qu'on va les taper un jour, les 100 000. Oui, mais c'est surtout aussi que même d'un niveau juste technologique, en voyant ça comme des investissements, il y a tellement de startups qui se créent, c'est un secteur entier qui se crée, donc il y a une croissance qui va être liée. Donc si c'est pas Bitcoin, c'est un autre truc, mais en tout cas, il y a une infinité de fric. Là, ils annoncent carrément en 2024 que Ethereum va surperformer Bitcoin. Ouais, c'est possible. Et là, il y a tout le monde qui est en train, là, dans le monde de la finance, ils sont tous en train de... C'est comme si l'ETF BTC, c'était déjà de l'histoire ancienne et qu'ils en avaient déjà marre. Et que là, tout le monde est en train d'être excité pour l'ETF ETC. Tu vois. On n'a pas le droit de parler des ETF. Ah bon? Tu ne connais pas la règle? Tu n'étais pas là au début, ouais. C'est interdit dans cette émission de parler des ETF. C'est le seul tabou qu'on n'abordera pas. Parce qu'on en a marre, parce que tout le monde parle des ETF. Voilà. Ah pardon, excusez-moi. J'avais oublié de le dire, mais voilà.
Mais c'était quand même très intéressant ce que tu as dit, merci. On applaudit. Je vous en prie, merci. Bon, alors, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, donc c'est pas très grave. C'est pas grave, je peux reprendre en attendant. Vas-y. Je suis quand même à moitié d'accord avec ce que tu dis. Personnellement, en tout cas, je pense qu'on a une conviction tous autour de ce plateau, qui est que déjà sur du court terme, c'est un peu du suicide d'essayer de prédire. Ça, pour moi, c'est vraiment impossible. C'est trop compliqué. Il y a des enjeux que nous, on ne maîtrise pas. Par contre, les tendances long terme, en fait, elles sont influencées directement par la psychologie humaine. Et du coup, c'est ça la force. C'est qu'en réalité, tous les humains, ils sont extrêmement stupides et simples par leur mode de pensée. Dans leur réaction émotionnelle, pardon, on va pas. Vraiment, on va juger plus le côté émotionnel. Les gens vont, quand ils vont voir que ça monte, ils vont vouloir acheter. Quand ils vont voir que ça crache, ils vont vouloir vendre. Et ça va être très dur d'aller à l'inverse de ces émotions-là. C'est pourquoi, en fait, pour moi, le marché, il faut vraiment le voir complètement à l'envers. Il faut se travailler pour pouvoir faire l'inverse. Je sais que tu me posais la question de savoir c'était quoi mon aversion au risque dans la crypto. Bah, du coup, donc voilà, moi, je suis le genre de profil qui investit dans tous les petits projets qui sont extrêmement peu capitalisés parce que finalement ça m'intéresse pas de faire des petits multiplicateurs sur du Bitcoin, de l'Ether ou du top 100. Moi ce que je recherche vraiment c'est les gros multiplicateurs parce que c'est ça véritablement qui change la vie. Jackpot. Voilà, c'est ça. Et en réalité, une fois que tu as réussi à travailler à force d'investir dans des petits projets et d'avoir perdu de l'argent sur des petits montants, en fait, tu apprends à accepter ce risque-là. Et au final, ça devient... Et après, tu mets des énormes sommes d'argent. Exactement. Et c'est comme ça que tu fais des fois 400 sur des mais skins. C'est vrai, mais ça, c'est la théorie de Karl, par exemple, Hightech Capital. Lui, il le dit. Tous les mecs disent « Ah, vous mettez un petit peu d'argent sur les 1%, enfin, vous mettez 1% de ce que vous avez sur les petits projets qui sont très risqués. » Mais non, mec, c'est là où il faut mettre 80% en fait. Parce que celui-là, si jamais tu fais x100, c'est incroyable. Exactement. Voilà, c'est tout. Donc moi, j'ai commencé à faire ça. Et on va voir si on se retrouve l'année prochaine ou si je peux pas payer mon billet de train. On verra, les gars. J'ai commencé à le faire sur les mêmes coins. Moi, j'achète ici. Voilà, c'est tout. Le studio, il sera « Ah, moi, je l'achète. » Ou alors, j'arrive comme ça, par la petite porte, parce que j'ai tout perdu. Alors moi, mon dernier investissement, c'est Rect. C'est du casino sur Telegram. C'est un jeu casino crash, comme ça, là. Et évidemment, moi, je ne joue pas au jeu casino. La grosse pièce, là. Mais je pense que les mecs vont adorer perdre leur argent dans le casino. Et donc, j'ai acheté un bon bac de Rect. Voilà, j'espère devenir riche. Mais je pense qu'on a tous fait des moves un peu de fou. Typiquement, moi, pendant le bull market en 2021, je jouais des Ethers au coin flip. Et je sais que, bon, je l'ai pas fait beaucoup de fois, mais je l'ai fait une fois et c'est comme ça que j'ai chopé un Ether plein et après je me suis dit que j'allais m'arrêter là. Ouais. Et puis après j'ai joué du sol comme ça. Sur Sol Casino. Je me souviens plus de la plateforme. Mais ouais, enfin, je pense qu'à mon avis, l'écosystème Web3, en tout cas pendant l'euphorie du dernier marché, ça partait tellement dans tous les sens. C'était vraiment, voilà, on était tous des gamblers, on était là, on jouait et il y avait beaucoup de fun. C'est très bien, il faut gambler un petit peu, c'est rigolo quand même. Ça nous donne un nouveau rapport à l'argent, moi je trouve. C'est quand j'ai commencé à perdre de l'argent que j'ai compris ce que c'était de gagner de l'argent, moi. Bah ouais, complètement. Perso, ça fait relativiser, tu vois, au final, c'est juste de l'argent, quoi. De fou. Maintenant, quand je gagne de l'argent, je m'achète un truc, quoi. Je me fais plaisir, parce que je sais que ça part. Mais l'argent, c'est fait pour être claqué, en fait. Hein. Et on est en train de donner non-financial advice. Bon, alors il faut qu'il y ait une personne qui saute, parce que Sophie doit venir, voilà. Donc tu t'en vas? Ethan, tu peux rester si tu veux ou tu pars, comme tu veux. Vas-y, on va rester pour le prochain. Et il y avait quelqu'un qui voulait passer tout à l'heure, mais... Faut juste laisser une place pour Sophie. Oui, alors par contre, du coup, changement, régie, changement de personne.
C'est parti, on reprend. Alors, le plateau a changé, voilà. Donc, c'est toujours Crypto Tabou. On parle toujours de ce qui nous intéresse. Chacun fait ce qu'il veut. Le sujet interdit est toujours les ETF. Et même les ETF Ethereum Chiki. C'est pas parce que c'est pas Bitcoin que ça passe. Et t'étais pas au courant. Donc là, j'accueille du coup Jérémy de Alira. Salut, enchanté. Merci beaucoup pour l'accueil. Mais bienvenue. Maxime de Interstellar. Enchanté, salut. Et Sophie de Wake Me Studio. Exactly. Je vais vous laisser quand même vous présenter un peu, parce que là, bon, voilà, j'ai dit vos noms et tout, mais un ancrage, voilà. Donc, honneur aux femmes, peut-être. Ouh là là, ce matin, c'était JN qui était entouré que de femmes, maintenant c'est Vox entouré que d'hommes. J'en ai de la chance. Voilà. Donc Sophie de chez Wake Me Studio, donc on est un studio qui fait du développement technique sur la blockchain. On n'a pas de blockchain de préférence. On fait aussi bien sur Ether, Polygon, Tezos, Elrond aussi. Voilà. Vous êtes omni-chain. C'est ça. On n'a pas de référence, on s'en fout. Et moi, je suis Project Manager Officer. C'est-à-dire que Jean-Nicolas, Maxence, etc., les business de chez Wake Me Studio récupèrent des clients, me les emmènent. Et moi, je parle avec les développeurs qu'on a en interne chez Wake Me Studio pour faire en sorte que les délais, que tout ce qui est prévu dans le contrat soit respecté. En fait, c'est toi qui fais tout. Bon, voilà. À part taper à la machine, quoi. C'est ça. Je ne sais pas encore coder. Je commence à comprendre des termes, mais il faut pas m'en demander plus. Mais bientôt, c'est ChatGPT qui va connaître. Donc, on a testé. Il y a encore un peu de boulot. Ouais, il y a un peu de boulot déjà, encore à juste faire. mes textes. Heureusement que je suis là, quand même. Jérémy, du coup, Alira. Comment se porte Alira Écoute, très très bien. Donc moi, je suis Jérémy Vauquier. J'ai fondé et je dirige Alira depuis qui est l'école de référence sur la blockchain. On a du coup 4 formations. Il y en a une nouvelle, il me semble. Hein. Ouais, on a des nouvelles. Donc sur la blockchain, la nouvelle formation qu'on a, c'est sur la tokenomics, où on aide les gens à concevoir les tokenomics des nouveaux projets finalement. C'est une formation qu'on a faite avec Nomix, qui est un cabinet qui est hyper spécialisé sur le sujet, avec Nathan et tout ça. Je salue Nathan. Toute l'équipe, salut Nathan. Donc ouais, on est super content de faire ça avec eux. Et là, on a lancé une nouvelle verticale sur l'IA, donc avec 2 formations sur l'IA. Voilà. Mais donc pour nous, l'objectif c'est toujours le même, c'est on prend des gens qui veulent intégrer l'écosystème blockchain ou qui veulent intégrer l'écosystème IA, et en 12 semaines, on les transforme en des professionnels de ces secteurs-là, ou alors des jeunes professionnels. Hein. Mais ensuite, ils peuvent aller sur les différentes boîtes de l'écosystème après de passer par chez nous, quoi. Oui, il y a beaucoup de gens en reconversion aussi, ou alors des gens qui veulent avoir ça en complément de leur métier. En fait. Exactement, il y en a, ouais. En fait, c'est un profil qu'on voit aussi beaucoup, c'est effectivement des gens qui restent dans les boîtes dans lesquelles ils sont déjà, mais qui ensuite prennent dans leurs responsabilités, dans leur portefeuille, des sujets blockchain qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, quoi. Ouais. Maxime. Moi, je m'appelle Maxime Garot, je suis le cofondateur de Interstellar et aussi de Wine Bottle Club, donc un club dans les vins et spiritueux. C'est quoi la différence là, Wine Bottle Club à Interstellar, les gars? Un jour, il faudrait éclairer. Il y a une communauté et l'autre, c'est une marketplace. Tu as une communauté qui lie du coup les passionnés du vin et aussi de nouvelles technologies. Par exemple, on a invité des personnes à CryptoXR qui faisaient partie du club. On a aussi des passes VIP parce qu'on a des Diamond Hands. Pardon, on a des Diamond Hands, vous m'entendez? Et il y a aussi la marketplace Interstellar, cofondée avec Louis, du coup, Louis de Bonnecase. Et on répond à des problématiques dans le monde du vin, et surtout pour les consommateurs et aussi pour les entreprises. Pour faire très simple, nous, on va, grâce à la blockchain et les nouvelles technologies, faciliter le stockage, le marché secondaire, donc la transmission, et aussi au niveau de l'écologie. Parce qu'aussi, on le voit, un grand cru classé, c'est échangé 6 à 7 fois avant d'être bu. Alors déjà, c'est un problème parce que à qui l'échanger, par exemple, ou transmettre. Et surtout, un grand cru, quand il fait le tour du monde 7 fois avant d'être bu, c'est pas la mode en ce moment. Donc ça, c'est un gros point. Il y a aussi un deuxième, c'est qu'aujourd'hui, les domaines n'ont pas de data sur les consommateurs finaux. Donc en fait, ils vendent à des professionnels, qui vendent à des professionnels, etc. Nous, on va mettre en relation les propriétés avec les clients. Voilà. Donc c'est vraiment un point important pour nous, c'est qu'on va faciliter du coup, comme je te disais, stockage, liquidité et aussi l'écologie. Et bien sûr, apporter de la data très intéressante pour les domaines, parce qu'ils vont pouvoir s'adapter après avec une nouvelle clientèle. Donc voilà, on crée un nouveau canal de distribution. Vous modernisez le secteur, quoi, en gros. On crée un nouveau canal de distribution.
aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde du vin, c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter du vin, pas forcément par notre plateforme, mais nous, voilà, on simplifie grandement les points que j'ai cités tout à l'heure. C'est surtout pour des vins de collection ou chers, ou ça va s'étendre un peu à d'autres? Alors cher, tout est relatif, ça dépend de ton portefeuille. Par contre, après, on va pouvoir vendre par caisse. Donc aujourd'hui, si tu as des bouteilles à 30-40 euros et tu fais du coup sur une caisse de 6, ça peut être intéressant de le stocker, d'en commander une pour toi et après voir un peu plus tard ou peut-être l'échanger ou la donner à quelqu'un, tu vois. Il y a aussi une facilité, c'est très intéressant ça, où on le voit, les entreprises par exemple, pour même des cadeaux ou pour vraiment transmettre plus facilement, au lieu de te donner une bouteille, parce que là si je t'offre une bouteille, qu'est-ce que tu vas en faire toute la journée, là, toute la soirée? Ouais, c'est pas pratique. Ça c'est compliqué. Donc il y a plein de points qu'on répond avec Interstellar. Voilà ce qu'on propose. Faut montrer un NFT du coup, c'est ça? Je t'offre une bouteille différemment. Très bien, mais c'est très intéressant parce que moi je savais pas tout. Je sais qu'il y a aussi des gens qui font des locations de parcelles. Genre moi mon père par exemple, ça fait un moment qu'un de ses potes lui envoie beaucoup de bouteilles parce qu'en fait il a acheté trop de parcelles dans un truc de crowdfunding, tu sais. Et genre en gros il lui envoie des bouteilles et puis après pour pas cher il a le vin de l'endroit pour lequel il a acheté un morceau de parcelle. Enfin, pas tout compris, mais vous connaissez ces trucs-là aussi? Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui développent ce genre de choses aussi, peut-être avec les cryptos? Alors, avec la crypto, peut-être pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aspects légaux là-dessus. Ah ouais. Mais oui, tu peux faire du crowdfunding. En fait, c'est très intéressant. Alors nous, on est partenaire de la WineTech et on fait partie de la WineTech. C'est 180 entreprises qui sont dans le vin et dans la tech et je vous conseille d'aller voir. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le Web3, il y a énormément de technologies dans le monde du vin, et même physique, c'est comment améliorer la vie des vignerons avec des nouvelles technologies. Il y a plein de choses intéressantes, dans le bio aussi, il y a plein de choses vraiment intéressantes. Donc voilà, oui, il y a forcément énormément de projets dans la tech et dans le vin. Parce que là, vous pouvez remonter limite jusqu'à la traçabilité du cépage ou des choses comme ça? Oui, bien sûr, tu pourrais. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ouais, en fait, j'imagine qu'il y a tellement... Enfin, c'est une industrie quand même où tu as de la production, tu as de la culture, etc. Donc tu dois avoir, j'avoue, il doit y avoir plein d'autres tech, en fait. Il y a énormément de choses à faire et c'est là où c'est vraiment intéressant. Regarde, on est à Auxerre. En fait, la France, beaucoup de pays aussi font du vin. Mais aujourd'hui, on est à Auxerre, voilà, il y a du vin. Nous, on est à Bordeaux, il y en a aussi. Alors, Interstellar, on vend worldwide, on ne vend pas que du Bordeaux. Worldwide. On propose, excusez-moi. Du coup, voilà, tu vois, on propose plusieurs domaines. Enfin, il y a énormément de choses à faire dans le monde du vin parce que voilà. C'est dommage, il est parti, Antoine, du coup, mais j'avais entendu parler de gens qui faisaient du vin au cannabis. Mais bon, il paraît que c'était pas bon. Ça doit pas être ouf, ouais. Moi, j'ai cru que tu allais me dire non, mais ça doit pas être ouf. C'est des Bordelais d'ailleurs. Enfin, en fait, non, ils sont à du vin au cannabis. Ouais, ils sont à Osgore, ils ont mis du cannabis dans le vin. Ouais. Parce que le cannabis, c'est pas soluble dans l'eau, c'est soluble dans la graisse plutôt. Donc non, mais justement, ils avaient trouvé une solution, parce qu'en fait, c'est soluble dans la graisse par contre. Donc je sais pas si le vin est assez sucré, il y a moyen que ça passe. Ok. J'ai cru que tu allais me parler de tokenisation de bouteilles de vin du coup. Ouais, mais il y a ça aussi, ça existe, non? Parce que ça, vous allez le faire aussi, c'est-à-dire des grosses bouteilles très chères, les tokeniser pour avoir des collectionneurs qui l'achètent à plusieurs, par exemple. Fractionné, quoi. Ouais. Fractionné, ouais. Mais je crois pas que ce soit possible. Enfin, les gens vont pas être intéressés, si. Tout est possible. Pour l'instant, c'est pas dans la roadmap. On a beaucoup à faire déjà avec la marketplace, le marché secondaire. Mais c'est surtout pourquoi un mec, enfin en gros c'est une bouteille de collection, mais c'est, tu vois, autant une œuvre d'art. Bah prendre de la valeur la bouteille de collection, non? Tu pourrais le faire. Après nous, on vend pas de la spéculation non plus. C'est qu'aujourd'hui, tu pourrais le faire pour de l'investissement. Nous, ce qu'on propose vraiment, c'est qu'on apporte une solution utilitaire, ouais. Utilitaire, exactement. Après, oui, tu pourrais le faire. Hein, tu splits. Et je pense que WagMe en parlerait même mieux que moi. Comment faire ça techniquement? Mais tout est faisable. Oui, techniquement, en soi, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre un ERC 1155 pour pouvoir tokeniser une bouteille. Mais c'est vrai que, bon, aujourd'hui, oui, comme tu dis, oui, évidemment, je pense qu'il y a des bouteilles de vin qui s'achètent et qui sont jamais bues. C'est sûr, mais est-ce que après, on devrait le dire quand même, quel dommage. Mais après, est-ce que, on en parlait tout à l'heure avec une personne qui a une plateforme qui permet justement de tokeniser des NFT. Enfin, fractionner ouais. des NFT. Et il nous disait justement que pour l'instant, ça marche pas beaucoup. En fait, c'est pas vraiment une demande que les gens ont. Il y avait eu avec les singes, non? À un moment, là, avec les...
Certains les achètent, ça coûtait super cher, quoi. C'est quoi les produits qui sont sur le site actuellement? Pourquoi ça n'intéresse pas? C'est quoi les produits Alors c'est des NFT collectibles en soi. C'est pas, j'ai pas fait un tour sur la marketplace. On lui a juste demandé comme ça d'un titre indicatif businessment parlant. Et il nous a dit que oui, c'était pas forcément, et même au sein de son groupe, c'est pas une demande qui est poussée. Mais c'est pas par quelque contre, chose Pascal Boyard, là, il a fait une fille à poil, là. Et les mecs se sont arrachés des parties de son corps comme ça, là, en fractionné. Ça a bien marché. Hein. Ça, il a fait une super levée comme ça. Hein. Peut-être pour les œuvres d'art, vraiment. Mais c'est vrai que pour des NFT qui sont plutôt collectibles, dans PFP, ces cas-là, etc., c'est peut-être ça, ouais. je pense que c'est un secteur qui est pas encore... C'est vrai qu'avoir une fraction d'une PP, c'est un peu stupide. Parce qu'une PP, c'est une PP, quoi. Donc après, oui, elle prend en valeur. Mais une Vénus à poil de Pascal Boyard, ça peut valoir le coup, en fait. Il y avait des mecs qui se jetaient sur les pieds et tout. Tu pouvais... Du coup, maintenant, on a les adresses, la collection des adresses des fétichistes des pieds. Merci, Pascal, pour ce cadeau. On doit les éviter. Et ouais, il y en a, j'en connais qui ont réussi à avoir les aisselles, des trucs et tout, mais c'était pas facile. Après, ce qui était chiant, c'était d'avoir les draps, du coup, enfin les rideaux, quoi. J'ai même vu une personne, par contre, qui a acheté, mais c'était en aléatoire, une œuvre d'art. Le problème de l'œuvre d'art, c'est qu'il y avait un très grand ciel bleu. Donc en fait, il y a plein de personnes qui se sont retrouvées juste avec un carré bleu. Et ils pouvaient même pas le repérer sur la fin. Lequel carré bleu c'était, il n'y avait même pas de nuages. Horrible. C'était, voilà, pour le coup, vraiment pas de chance. Bon alors, qu'est-ce que vous racontez d'ailleurs chez WAGMI Studio un petit peu là après, vous avez eu des super clients cette année, donc c'est quoi les projets pour l'année prochaine? On a eu des super clients cette année, ça va continuer encore cette année. Vous êtes surtout pour des corpos, vous cherchez surtout des corpos qui veulent rentrer dans le Web3? On a plusieurs types de clients. Bon, on a eu One Bouteille Club. On a aujourd'hui aussi qui est sur le salon, on a une Audi. Qui, du coup, on a fait le NFT pour... Ah oui, d'accord, c'est vous qui avez travaillé avec eux. Super. On a travaillé avec eux pour le NFT. On travaille avec MetaFight pour leurs tokens, qui sont un peu plus loin. Donc on a quand même des clients aussi qui sont originaires du Web 3, on va dire. Ouais. En client Web 2, cette année, on continue avec La Poste, qui devrait lancer d'autres collections de NFT d'ici l'année. Donc on continue avec eux. On continue avec la Croix-Rouge. Ok. On devrait lancer prochainement, on vient d'avoir une subvention de la part de Tezos pour développer un service pour récompenser les bénévoles, les salariés, etc. d'entreprises. Okay. C'est une solution RH qui s'appelle Achieve. Et on va essayer de développer cette solution auprès de la Croix-Rouge pour leurs bénévoles sur les JO 2024. Ah d'accord, mais ça c'est cool. Ouais. Voilà. Pour récompenser, en fait, il y a plusieurs... Donc les bénévoles, ils seront payés par... Alors en fait, il y a un Mars et un NFT. En gros, ils ont leur... en fait, le problème de la Croix-Rouge, c'est qu'ils ont un très très gros problème pour analyser ce qui s'est passé. Par exemple, c'est les bénévoles de la Croix-Rouge qui sont intervenus à Charlie Hebdo ou au Bataclan. Et ils n'ont aucune idée de qui est intervenu. D'accord, ouais. Et donc en fait, c'est des personnes qui ont des compétences de folle parce qu'ils arrivent à intervenir sur des situations presque de guerre, d'urgence. Et demain, si on doit les envoyer dans d'autres pays qui sont en urgence de guerre, que ce soit en Israël actuellement, en Palestine, ou bien au Liban ou au Maroc pendant les tremblements de terre, en fait, ils ne savent pas exactement qui a eu l'expérience précédente pour pouvoir intervenir le plus efficacement possible. Et en fait, nous, avec Achieve, on va intervenir sur plusieurs aspects, à la fois sur la formation, parce que du coup, avant les JO, ils vont être formés pour intervenir dans des stades, etc., parce que c'est des configurations particulières. Ils vont intervenir du coup pendant les JO. Et donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on va pouvoir tracer, et la Croix-Rouge va pouvoir le garder du coup comme ça en base de données. Donc là, en fait, on se sert vraiment de la blockchain en tant que base de données. Et, donc le NFT est là pour représenter tout ça, mais c'est vraiment l'utilité base de données de la blockchain qu'on aime. Ok, super. Super. Mais je sais plus ce que je voulais dire. J'avais une question, mais je l'ai complètement oublié. Du coup, c'est le bide. C'est le bide. Non, mais on peut continuer. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a des prédictions? Du coup, en attendant, on va meubler. Hein. Quelqu'un a des prédictions comme tout à l'heure. Ethan s'est brûlé les ailes. Il nous a donné ses prédictions pour les prochains mois sur le marché. Est-ce que vous êtes prêts à mettre des paris et à perdre? Je dépoussière ma boule de cristal préférée. Voilà, c'est bien. Je sais pas quoi te dire. Allez, je vais dire un truc, comme ça on pourra dire que j'avais tort dans un an, tu vois. Bravo, c'est exactement, c'est l'esprit de la question. Moi je pense que le bull run qui arrive va voir le flippening, va voir le fait que la capitalisation d'Ethereum passera au-dessus de Bitcoin. Ok. On verra.
On verra. Je prends un risque, hein. Je prends un gros risque. Moi, je pense que l'Ether va faire x10. Mais je pose comme ça. Mais ouais, donc je pense que je pense que la communauté d'Ethereum est vraiment incroyable. La croissance qu'a connue Ethereum est dingue. Le modèle économique d'Ethereum aujourd'hui est un modèle qui est déflationniste. Donc il y a beaucoup de paramètres qui laissent quand même penser qu'il y a un énorme potentiel en fait derrière cette chaîne. Et malgré le fait qu'il y ait tout un tas de concurrents qui se sont structurés, qui arrivent, qui ont une offre de valeur qui est existante, ça reste une chaîne qui est pour moi, il y a des rumeurs qui disent que Solana va devenir un layer 2 d'Ethereum. Donc finalement, des ETH killers seront des L2 de Ethereum, quoi. Alors, vous en pensez quoi de cette rumeur? Il y a un des cofondateurs de Solana qui a dit que justement, il ne se considérait pas du tout comme un Ethereum killer et qui pensait être vraiment complémentaire. Oui, donc L2. Ouais, voilà. Mais après, je pense qu'il est en mode plus, on veut pas faire de Ethereum un concurrent et on veut faire de Ethereum juste un collègue, un voisin, quoi, en fait. Parce qu'il y a mais ça n'existe pas, ça, les gars. Par contre, déjà, il y a là, il y a des outils, des DApps qui commencent à être travaillés pour pouvoir avoir un Solana EVM compatible, tu vois. Donc, ça serait l'erreur, à mon avis, c'est l'erreur à ne pas faire. Ça sert à rien d'être EVM compatible. Ça va arriver. Bah si, pourquoi? Parce que là, en fait, tous les projets qui construisent sur Solana, par exemple, s'ils veulent s'ouvrir à Ethereum, ils pourront le faire grâce à la compatibilité EVM. Tu vois, et là, on arrivera justement à marcher main dans la main, même si au final, c'est comme si tu étais belge, moi français, et que je te disais en fait cette frontière, tu vois, bah non. moi, je suis désolé. Moi, je pense que les Belges et les Français, par exemple, peuvent faire des choses ensemble, tu vois. Même si moi aussi, je le pense. Ils vont être différents, tu vois. Moi aussi, je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Faisons des choses ensemble, Agathe. Mais non, mais voilà, pour rester sérieux. Non, mais le modèle de Starknet, c'est quand même un peu de vouloir être justement L2, non EVM. Justement, je voulais te poser la question. Quand tu parles du Ethereum, est-ce que tu inclus tous les L2 ou pas? Bien sûr, je parle de l'écosystème Ethereum global. Là, Ethereum a vraiment mis dans sa roadmap le fait de devenir une blockchain qui est roll-up centrique. Et donc là, les roll-up vont prendre une place, les L2 vont prendre une place qui va être folle. On a le proto-dank sharding qui arrive là dans les prochaines semaines. J'ai plus la date exacte en tête, mais ça arrive d'ici peu. Ça a été déployé en testnet sur une partie du testnet d'Ethereum. De mémoire, c'est d'ici 2 semaines, c'est sur Ethereum au complet. Donc ça veut dire que potentiellement, alors est-ce que ça réduira les frais de gaz? On verra bien. Mais en tout cas, ça permet au L2 de vraiment prendre une belle place sur Ethereum. Et pour moi, ça assoit la domination d'Ethereum. Après, je suis d'accord avec ce que tu disais. En vérité, les cas d'usage ne sont pas exactement les mêmes sur Ethereum, sur Solana. Et bon, je ne parle même pas de Bitcoin, là les cas d'usage sont carrément différents. Mais même sur Solana, effectivement, le narratif de Ethereum Killer, c'est un narratif qu'ils ont eu au début. C'est un narratif qu'ils ont abandonné parce qu'en fait, il n'a pas de sens. C'est vrai. Il n'a aucun sens. Ça, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Parce que là, franchement, alors après, juste tout ce qu'on peut dire, c'est Solana, en fait, déjà, c'est une des blockchains où il y a les frais les moins élevés. Ah, mais c'est incroyable. Donc, je crois que l'équivalent, la seule à peu près équivalent, je crois que c'est Wax. C'est quoi, Tron? C'est quoi ce truc encore? Non, Tron, c'est vraiment pas cher. C'est encore en dessous, je crois, ouais. En dessous de Solana, Tron? Ouais, je crois. Tron, ça survit. Tron, c'est tous les gens dans les pays qui ont pour lesquels 10 centimes, c'est beaucoup. Ils vont sur Tron, quoi. Tron, c'est la blockchain asiatique. Mais du coup, on aurait très bien pu dire qu'en fait, Solana était l'Ethereum killer parce que justement, on avait des frais de gaz qui étaient complètement peanuts et qu'on avait cette même capacité à fournir des DApps avec un fonctionnement sur la blockchain, etc. Pour faire de la DeFi avec application DeFi, gaming, etc. Donc, je pense qu'on aurait très bien pu se dire ça et ça n'a pas été le cas. Et donc là, on a juste envie de vivre. Enfin, je dis on parce que je suis plus Solana que Ethereum, on a juste envie de vivre côte à côte, main dans la main et pouvoir faire des choses ensemble, en fait. Bah ouais, on va faire des choses ensemble. Et tu voulais réagir, Sophie? Parce que sinon, moi, j'avais une question à poser à Maxime. Vas-y, pose ta question à Maxime. J'avais pas forcément quelque chose à dire. Maxime, toi, en fait, du coup, tu t'en fous complètement des cours avec tes bouteilles de vin. Là. En fait, toi, tu utilises la blockchain pour ton projet.
Mais finalement, les cryptos, le cours des cryptos, pour toi, en tout cas, dans ta situation professionnelle, ça ne change pas grand-chose. Alors ça va le changer en positif s'il y a plus de liquidité sur le marché, parce qu'on va accepter la crypto-monnaie sur Interstellar. Ok. Mais en soi, oui, c'est une approche qui est intéressante, parce que oui, moi, je vends du vin avant tout. Ouais. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a des personnes voilà, qui aiment le vin, qui le consomment, qui veulent aussi le découvrir. Donc oui, on est moins impacté en tout cas que si l'Ethereum ou le Bitcoin est en baisse. Ouais, c'est ça. Toi, ton business, il court. Mais après, tu as une casquette Swissborn. Donc, je suppose que tu es quand même investisseur aussi en perso. Ah, mais complètement, bien sûr. On est dans l'écosystème aussi. Voilà, tu étais d'abord intéressé par les cryptos et tu as lancé ton projet ou dans quel ordre ça s'est passé tout ça là? Le vin, la crypto et ensuite à la fin Wine Bottle Club et plus tard Interstellar. Comme beaucoup, hein, c'est vrai que j'ai commencé à investir dans l'écosystème. Perdre ton argent au départ. Ouais, bien sûr, j'avais perdu beaucoup. J'ai tout perdu, je crois. Je suis un piètre trader. Hein, non, mais par contre, en bull run, par contre, j'étais un super trader. Moi, j'étais pas mauvais jusqu'à ce que j'ai tout perdu. Hein. Je mettais de l'argent. Mais j'étais vraiment doué. Le bull run, c'est super facile. Je me suis senti un peu comme tout le monde trader. C'était génial. J'ai tout perdu. Ouais, et je me suis dit, en fait, c'est peut-être un peu trop compliqué pour moi. Je vais faire autre chose et plutôt créer un projet. Ouais. Et voilà. Mais bien sûr. Et le vin, c'est venu naturellement. Enfin, t'étais déjà dans l'industrie du vin avant ou c'est Louis qui t'a convaincu? Alors pas du tout. J'avais lancé un autre projet dans le Web3, mais ça remonte. Pour faire de la traçabilité. On parle pas de ce truc-là. Et non, mais c'est intéressant. Et en fait, c'est là où j'ai rencontré Louis. D'accord. Lui avait déjà fait des choses dans le monde du vin et de la crypto-monnaie. crypto-monnaie. Lui, il était déjà dans le vin. Et même vin crypto déjà. Ça faisait déjà 2 ans qu'il était dedans. On s'est rencontrés, ça s'est très bien passé. Et on s'est dit, mais pourquoi pas lancer un club? Et on a lancé notre première aventure il y a 2 ans et demi avec Wine Bottle Club. Après, on a créé Interstellar. Et puis, c'est comme tout, hein, c'est vrai que tu apprends tous les jours et tu évolues avec ton écosystème. Donc voilà, on est dans. Donc oui, j'ai une casquette Swissborg parce qu'il y a plein de personnes de l'écosystème. Et voilà. Et on a fait des partenariats avec Swissborg aussi. Ah voilà, vous avez des partenariats avec eux? On a fait un partenariat avec eux. Avec vous étiez ensemble sur un événement déjà. Et on avait fait un événement aussi ensemble à Marojalia il y a maintenant presque 2 ans. Ouais. Et Swissborg était partenaire. Donc, oui, et c'est quoi le type de partenariat que vous mettez en place avec Swissborg par exemple, en cas d'usage? Là, c'est un partenariat sur un événement, tout simplement. Ouais, c'est du co-branding quoi. Ouais, c'est du co-branding parce que. Okay. Et vous allez peut-être participer, on essaie d'avoir des informations. Est-ce que vous allez participer au Launchpad là qui est en train de se lancer sur Swissborg ou pas? Du coup, ça vous intéresse ce genre de truc ou vous vous en foutez parce qu'au final vous avez le business qui tourne? On est ouvert à toute proposition. Pour l'instant, rien n'est officiel. Ok. C'est une réponse très. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir si possiblement on aurait pu potentiellement collaborer. Une quête dans notre jeu 3D avec genre le Saint Graal, la bouteille Interstellar à trouver dans la map pour faire fouiller les gens, etc. Et faire quelque chose comme ça, faire gagner quelque chose. Et là, il dit non. Et si je pose une question, c'est. Il y a une éventualité qui me disent non, tu vois. Non, on est très intéressé avec toutes les collaborations. Le but d'Interstellar, c'est de faire découvrir le vin différemment à des nouvelles communautés. Donc en fait, je te dirais que toute collaboration est intéressante. Après, on doit faire des collaborations aussi réfléchies, ce qui est très important pour nous, pour faire de la bonne acquisition et parce que ça prend du temps de faire une belle collaboration. Pour que ce soit pertinent, quoi. Ouais, et puis ça prend du temps de faire une belle collaboration. Attention. Faut qu'ils boivent plus de vin, les Suggs, c'est pour que ça marche. C'est vrai qu'on est plus sur le rhum, mais ouais. Mais gamifier et avoir un gain avec une, surtout que toi, c'est le rap aussi, tu sais. Donc oui, dans le vin peut-être pas. Mais dans les spiritueux, beaucoup plus. Oui, parce qu'en plus, je crois que Louis, il écrit des. Enfin, l'autre fois, j'ai vu une de ses vidéos là sur LinkedIn. Il donne des nouvelles des spiritueux et tout. Donc, je sens que vous glissez aussi vers peut-être vous intéresser à d'autres alcools. Complètement. Alors, on va proposer du vin, bien sûr, des grands crus, mais aussi des spiritueux sur Interstellar. On a déjà commencé avec un Calvados, une vente qui s'est très bien placée. Ok. C'est vraiment intéressant. Et oui, alors Louis est sur LinkedIn, mais aussi sur Instagram. Où je ne le suis pas partout encore. tu peux le suivre. Oui. Et notre but aussi, c'est de faire apprendre le vin et les spiritueux avec des anecdotes sur les réseaux pour toucher une nouvelle communauté. Mais je trouvais ça bien. Hein. Franchement, le format, il est intéressant. Hein. Je lui dirais. Vraiment cool. Et puis les locaux sont magnifiques. Le fond est incroyable. J'ai hâte de le visiter.
Je dis ça, j'attends l'invitation. Ah, parce que... Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est belle place. Bah, écoutez, c'est super. Donc là, j'ai des intervenants qui attendent, je crois. Donc on va peut-être changer les places. Régie, changement de place. Voilà, magie. Et c'est reparti, on reprend le crypto tabou. Je répète les règles, les intervenants doivent tenir le micro contre leur menton pour qu'on les entende correctement. Et la deuxième règle, c'est qu'il est interdit de parler des ETF dans ce crypto tabou parce qu'on en a beaucoup trop parlé. Donc j'ai avec moi deux nouvelles personnes par rapport au plateau tout à l'heure et ils s'appellent tous les deux... Alors il y en a un, c'est Gab, donc j'imagine que tu t'appelles Gabriel quand même. Non, bon voilà, c'est ton pseudo. Et il y en a un autre qui s'appelle Gabriel pour de vrai. Voilà. Donc de CD Labs. Alors je vais te laisser te présenter parce qu'après, il va nous faire une chronique en fait. Donc on va enchaîner. Salut Agathe, ça fait plaisir de te voir. Donc moi c'est Gabriel, cofondateur et COO de CD Labs. Donc globalement, qu'est-ce qu'on fait chez CD Labs? On est focus là sur CD Store, qui est une extension de navigateur non custodial qui permet en fait d'agréger l'ensemble des échanges centralisés de l'utilisateur et ensuite facilement justement les connecter au reste de la DeFi. Donc globalement, en fait, on a une solution qui permet de faire cette passerelle entre échanges centralisés et DeFi, que ce soit pour les données et également pour transférer la liquidité. Voilà. Ok. Bon, si jamais la voix dessus est passée, on refera. On va attendre que ce soit la fin de la présentation de la soirée GG Crypto. Voilà, c'est bon. Alors, Gab, du coup, toi, tu nous as préparé une chronique. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Donc j'espère que la police ne va pas débarquer chez moi après, parce que je t'ai donné carte blanche. Je prie. Tu peux prier. Je t'en prie, je t'en prie. On écoute souvent tes chroniques sur Radio Chat, que je salue d'ailleurs, capitaine. Et donc ce que je te propose, c'est qu'on écoute ta chronique, et après, ça nous donnera peut-être envie d'échanger autour de ça. Et CD Lab pourra être représenté, parce qu'au cas où l'annonce a tout bousillé, comme ça sera fait. D'accord, c'est parti, et bien on t'écoute. Ceci n'est pas un conseil. Faites vos propres recherches, etc. Adoption, liberté et CBDC. La dernière bataille de Bitcoin approche. C'est celle contre les monnaies numériques de banque centrale. Des attaques étatiques sont programmées contre le nouvel étalon sous l'influence du lobby bancaire. Le portefeuille européen d'identité numérique a vu le jour.
Il sera directement rattaché et indissociable de votre portefeuille CBDC. Les conséquences sont inimaginables. Dans combien de temps les étiquettes de nos magasins comporteront une ligne en Satoshi? Dans combien de temps votre conseiller bancaire va vous appeler pour vous supplier de rapatrier vos sats sur votre compte en vous promettant mondes et merveilles? Et quand les Saoudiens vont adopter Bitcoin, que va-t-il se passer? Quand les barils seront cotés en CBDC? Un petit conseil, gardez vos sats bien chez vous, dans votre poche. Intelligence et énergie. Les nouveaux outils numériques cryptographiques peuvent se retourner contre nous, tout comme l'intelligence artificielle. Selon un collectif mondial de tous les grands spécialistes, atténuer le risque d'extinction causé par l'IA devrait être une priorité mondiale. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Les recherches ne s'arrêtent pas. La course continue. L'avènement de l'IA consciente sera le point de bascule. Ce n'est plus une utopie. Tous les flux convergent maintenant pour qu'elle puisse naître. Nous l'espérons tous pacifique et bienveillante. L'utilisation des jetons cryptographiques sera naturellement choisie par l'IA pour transférer la valeur et monétiser ces nouveaux services. L'ère de l'intelligence artificielle consciente qui arrive dans quelques instants annonce une nouvelle multiplication de notre consommation d'énergie. Nous avons trouvé le moyen de la capturer et de l'enfermer dans un jeton numérique que nous appelons Bitcoin. L'énergie est notre allié et elle nous aidera à nous émanciper. Satoshi l'avait bien compris. BlackRock. Le pouvoir de cette société est bien trop grand. Oui. L'avidité et le parcours de Larry Fink, son dirigeant, a de quoi faire froid dans le dos. J'ai froid. Ce fonds monétaire, ultra numérisé, si proche de nous, jusque dans nos poches. Ce fonds monétaire, sans aucune humanité, qui n'hésite pas à créer des guerres. Ce fonds monétaire qui assure des famines et des dépressions au nom de la rentabilité. BlackRock contrôle une IA. Elle se nomme Aladdin. On l'a dit, bien plus aboutie et autonome que ses concurrentes. Denis Robert nous dit dans Larry et moi, BlackRock posséderait 5% ou plus de toutes les grandes sociétés de notre globe. On attend une annonce en fait. On doit partir. Voilà. Oui, l'apéritif qu'on attend tous. Je reprends ma phrase. BlackRock posséderait 5% ou plus de toutes les grandes sociétés de notre globe, ce qui lui donne accès à tous les livres de comptes et à tous les bilans. Ces chiffres sont donnés à Aladdin, qui les exploite habilement pour venir à ses fins. Il ne travaille pas pour la liberté ou pour l'égalité. C'est le profit qui l'anime. C'est son seul but au détriment de tout le reste. Le pouvoir de ce super mastodonte est incommensurable. Comment imaginer qu'il ne va pas contrôler aussi le monde de la blockchain? Il est si connecté avec toutes ces nouvelles technologies si prometteuses. Étienne Chouard nous dit: le Forum économique mondial représente une menace bien plus grande pour notre existence que n'importe quelle crise imaginaire que le Forum évoque comme prétexte pour supplanter la souveraineté, la démocratie et la liberté, et finalement imposer un régime totalitaire de technocrates mondialistes non élus. Forum et Meetup. La province s'émancipe. Loin de Bercy, tout est permis. L'Hexagone se mobilise. Des entités régionales organisent des forums annuels spécialisés où la plèbe est invitée à se cultiver et écouter les grands speakers,
nous conter la belle histoire. Suite à une prise d'initiative de Découvre Bitcoin, des ambassadeurs se sont désignés. Ils ont créé des cellules de résistance. Ils se sont donnés comme mission de diffuser la sainte crypto-parole et d'orange-piler la population. Ces chevaliers organisent des réunions mensuelles. Les effectifs grandissent pour participer à la révolution monétaire globale qui se dessine. Cette fédération des meet-up jouera un rôle clé. Une synchronisation des ambassadeurs est en cours. Un channel secret a été créé. Un travail dans l'ombre est à l'œuvre. La résistance s'organise pour faire face à la révolution monétaire et ses conséquences. Conclusion. Les tensions économiques, géopolitiques se termineront-elles par l'émergence d'un nouveau système monétaire? Bitcoin sera-t-il choisi comme nouvel étalon? Les géants vont s'emparer de notre jouet et vont le transformer en monstre planétaire qui finira par tout engloutir. Le monde va-t-il se diviser en deux? Les nations Ça devient un running gag à ce moment-là. Hein. Il reste 2 phrases. On va libérer. On va les libérer, les lieux. On va aller boire de la bière après. On va aller boire de la bière. Oui. Tous chez Self Bar. Ouais, Self Bar. Pas de soucis, les gars. On y arrive. On y sera. Je termine. Bitcoin est anarchique. Et c'est dans la pensée anarchique que naissent les grandes et nouvelles idées de ce monde. Il nous faut une alternative. Qui suis-je? Qui est l'alternative? Merci. Et ben en tout cas, je pense que BlackRock, qui détient 5% de toutes les entreprises, ne détiendra jamais un seul pourcentage de mon émission, vu ce que tu viens de dire. Ils ne pourront pas investir. In a few minutes, we're gonna drink a lot of beer. I'm totally okay with that. Please let me do my fucking TV show now. Okay? Yeah, I'd love to. Thank you. So, what about? Alors, écoute, merci beaucoup. C'était très sympathique. J'aime bien le format. Tu fais ça du coup souvent chez Radio Tchad, une fois par semaine. C'est le lundi. Le dimanche. Le dimanche à 22h. Ah ouais, ok, donc je me suis complètement plantée. Donc juste après l'émission live Crypto Tabou qui est sur Telegram, et ben à 22h vous pouvez aller sur Radio Tchad et vous pouvez écouter les chroniques de Gab du coup qui sont toujours voilà, c'est un peu de recherche dans les sonorités et un petit côté genre j'aime pas les gros. Je ne parle pas des gros physiquement, hein, on n'est pas grossophobe ici, on parle des grosses entreprises dont BlackRock, voilà. Alors, où en sommes-nous? Est-ce que déjà vous avez des remarques à faire? Il y a des choses qui vous ont interpellé dans ce qu'il a dit? Moi, je n'étais pas du tout d'accord avec toi. Je ne vais pas te mentir. Voilà. Je trouve que c'est un peu une vision pessimiste, même si en effet, je pense qu'il faut rester très très méfiant. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire par rapport à tout ça. C'est vrai qu'on a les institutionnels. Les institutions carrément en fait qui rentrent dans les cryptos. Est-ce que vous avez peur qu'on nous vole du coup nos libertés qu'on a réussi à gagner peut-être avec Bitcoin? Moi je pense que Bitcoin c'est assez résilient pour ça, pour survivre à ça, mais voilà. Moi je trouve que ça fait toujours bien de le réentendre. Je trouve que ça fait, enfin j'aime bien un peu les discours comme ça, un peu de résistance, etc. Donc en plus c'est comme tu disais, les sonorités quand même sont très recherchées et très jolies. Donc voilà, j'aime bien entendre ce genre de propos d'entendre, surtout ici ou à Auxerre. On sait qu'on a des bons maxi dans la salle. Ouais, c'est vrai qu'il y a des maximalistes qu'on salue tous d'ailleurs, même les toxiques. On vous aime, nous. Et voilà, c'est pas grave. Dans tous les mouvements, il faut des extrêmes et c'est comme ça que ça fait avancer les choses. Mais en plus, on va les soigner. Ils vont venir au BEF, ils vont le faire l'année prochaine. On va glisser discrètement des petites gélules de cannabis dans les boissons et ils vont tous s'adoucir. C'est une blague. Voilà. Ça peut être une solution. Je rajoute un mot sur le caractère de mes chroniques qui restent des fictions pour éveiller les consciences sur les risques. Ouais. Et j'espère que tous ces risques n'arriveront pas. Ouais, c'est pas tes souhaits. C'est en mettant des garde-fous et en éduquant les gens qu'on arrivera à éviter le pire.
Mais là, il y a des choses qui sont quand même bien avancées dans le P1. Ouais, on a autour de la table, du coup, on a Jérémy de Alira, qui, je pense que c'est des... Tu me répondras, mais des choses sur lesquelles vous enseignez aussi, en partie. Par exemple, je sais que Daniel, déjà, quasiment chaque semaine, il publie un post sur LinkedIn, et c'est très souvent une mise en garde. Alors, soit c'est pour lutter contre ceux qui critiquent certaines critiques des cryptos, mais c'est aussi pour mettre en garde souvent sur ces fameux, le fait de devoir garder des garde-fous, etc. De manière globale, les cryptos, la blockchain, on fait attention. Il faut partir maintenant. Vas-y, parle dessus. Je pense que ça marche. Parce que le micro, il est proche de ta bouche. Ouais, c'est bon. Ok. Ferme tes... Ouais, en fait, la crypto, la blockchain et Bitcoin en particulier, c'est des outils d'émancipation qui sont incroyables. C'est des outils de souveraineté individuelle et collective qui sont ouf. Et effectivement, ça vaut le coup de les défendre parce que c'est pas comme si on en avait 40 000. Et donc nous, c'est des valeurs qu'on porte au sein d'Alira. Et c'est des valeurs qu'on défend et c'est des valeurs qu'on enseigne aussi auprès de nos apprenants. Après, moi, sur les CBDC, bon, c'est une pure saloperie, on est d'accord. Mais je pense que paradoxalement, c'est en fait un très bon émissaire pour Bitcoin. Parce qu'une fois que les gens vont avoir compris ce que c'est que les CBDC, donc les monnaies de banque centrale, et vont pouvoir voir la proposition de valeur de Bitcoin, bon, je parle que de Bitcoin, mais on pourrait dire la même chose avec Ethereum, en fait, ils vont comprendre ce que c'est que de la monnaie qui est centralisée. Enfin, les CBDC, c'est genre tout l'inverse de ce qui est, promu par Bitcoin et par les autres. Est-ce qu'ils vont pas leur cacher je trouve que ça permettra d'avoir le débat sur la place publique. Il y a un endroit où le grand public voit encore la blockchain et la crypto comme un truc un peu shady, un peu bizarre, etc. Et en fait, quand on va leur mettre de la CBDC en travers de la bouche, peut-être qu'ils vont avoir envie d'aller regarder, ok, mais en fait, c'est quoi le truc à côté? Et c'est quoi l'alternative? Je pense qu'il il peut y avoir un effet contre-coup, un effet rebond. Qui pourrait être assez amusant. Ouais, moi perso je suis totalement d'accord avec Jérémy, c'est ça. Et parce que je dirais aussi que ça, en fait moi notre vision c'est vraiment que tout l'aspect communication est quand même bon à prendre, c'est-à-dire que les CBDC comme tu l'as dit, donc il peut y avoir cet effet rebond et aussi cet aspect acquisition, c'est-à-dire que quand même de plus en plus du coup avec même l'ETF, avec les CBDC, l'écosystème crypto, après ça dépend ce qu'on veut effectivement, est-ce qu'on est focus sur Bitcoin, est-ce que on est intéressé par la DeFi. Je suppose que toi, Gab, tu es vraiment focus peut-être Bitcoin et peut-être un peu moins DeFi. Mais en tout cas, tous... C'est indigène en vrai, il le cache. Ça voudrait dire que tu es allé au BEF alors que tu es un shitcoiner. Fais attention, hein. Tu risques de ne pas pouvoir y aller la prochaine fois. Hein. Mais en tout cas, à BlackRock, tu peux l'attaquer. Par contre, est-ce que tu peux attaquer les Bitcoin maximalistes? Ça, c'est un autre sujet. Hein. J'ai fait une jolie chronique. Ah ouais? Ah bah écoute, j'irai l'écouter. J'ai une belle chronique sur les maxi, où je dépeins aussi leurs défauts. Ok, ouais. Parce que c'est vrai qu'en tout cas, moi, mon point, c'est que tout ce genre de choses, effectivement, il y a des saloperies, mais en fait, je trouve qu'au final, in fine, ça va quand même servir à l'écosystème, parce que ce qu'on veut atteindre avec l'écosystème, que ce soit les Bitcoin Maxi ou que ce soit en fait les crypto users, les DeFi users, on a besoin quand même d'une mass adoption pour différentes raisons. Et effectivement, je pense que les CBDC, il peut y avoir cet effet rebond, mais il y a aussi juste cet effet, on gagne en exposition, on est de plus en plus connu, et après effectivement les gens qui vont faire l'effort de faire leur propre due diligence, leur recherche, ils vont comprendre les méfaits de ce genre de technologie et ils vont pouvoir peut-être se rattacher aux vraies valeurs de Bitcoin, donc de self-custody et qu'on retrouve également dans la DeFi. Et après j'aimerais juste rebondir sur un truc que tu as dit, Gab, c'est pour ça que je me disais peut-être que tu étais Bitcoin Maxi, c'est que tu as dit vos Satoshi, gardez-les. Proche de chez vous. Donc moi je suis d'accord avec cette idée pour Bitcoin en tout cas parce que je vois Bitcoin comme vraiment une réserve de valeur et donc cette idée de réserve de valeur et vraiment de s'abstenir de l'inflation, ça fait sens effectivement de la garder pour soi. Mais je voulais avoir ta vision sur pour moi en fait les autres monnaies, les autres clés d'investissement, on a besoin justement de les échanger, on a besoin de les utiliser, d'investir, d'échanger. Donc comment tu vois cet aspect est-ce que pour les autres actifs autres que Bitcoin, donc toutes les autres cryptos, est-ce que tu es aussi dans cette idée justement de vraiment les conserver ou est-ce que justement tu es aussi enclin à voilà, tous les pans de la DeFi et tout ce qui se fait aujourd'hui? Je pense comme toi, le cas d'usage fera l'adoption pour tout ce qui est hors Bitcoin, bac à sable. Parce qu'on est en train de chercher les choses de demain et on les cherche partout. Et les bonnes choses resteront et les choses inutiles partiront.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi, et j'espère que ça sera à la hauteur et que ça sera bulletproof parce que j'espère que je verrai tout ça dans une villa avec une piscine, on va être bon, soleil. Voilà. Ouais, dans ce cas, je pense que ça te fera du bien quand même. Enfin, toutes les news ETF, etc. Au final, si c'est attention, c'est interdit ETF. Non, mais oui, moi je pense que pour l'instant, les cryptos, j'ai surtout fait des thunes en bossant dans les cryptos. Hein. J'ai fait plus d'argent en travaillant qu'en investissement. Après, bon, peut-être que j'ai aussi très mal investi, mais en général, l'argent qu'on gagne en investissant, il est directement proportionnel à la durée sur laquelle on a détenu le truc, quoi. Si tu détiens depuis 6 mois, c'est pas la même chose que si tu détiens depuis 6 ans. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut détenir longtemps, en fait. C'est un peu con, mais le secret, c'est la patience et c'est t'enterres tes coins, tu les oublies et t'en reparles dans 10 ans, quoi. On n'est pas encore assez vieille, hein. C'est tout ce qu'il faut se dire. C'est ce que je retiens de tout ça, je suis pas encore assez vieille. Donc c'est bon. Quand on sera ridé, on sera riche. J'ai pas trop envie d'être ridé, quoi. Bah ouais, mais bon, il faut choisir. J'aurais bien aimé être jeune et riche, quoi. Mais c'est pas grave. Après, j'ai vu des gens là. Je pense qu'on va finir l'émission là-dessus. J'aime beaucoup Telegram en ce moment. Et donc, je joue à leur jeu Notcoin. Donc, il faut taper comme ça. Et puis, tu as des coins qui arrivent. Et puis, tu as plein de trucs. Ils sont en train de Notcoin. Parce que c'est un jeu de mots avec le Toncoin qui est leur coin. Et en fait, il y a. Tout à coup, je dois rejoindre une ligue en fait pour gagner encore plus de Notcoin. Donc c'est pas This is not a coin, hein, c'est la baseline du truc. Et donc je rejoins l'équipe de Pavel, je sais plus le nom de famille, mais qui est en fait le fondateur de Telegram, quoi. C'est le CEO en tout cas. Et le mec est méga beau gosse, quoi. Je dis mais comment c'est possible? Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais vu que le patron de la boîte dont je suis fan est hyper beau gosse. Et en fait, c'est très simple, il est riche. Donc quand il a commencé, il était un vieux start-upper dégueu, il avait une calvasse, des vieux sweats et tout, il était un peu mou, voilà. Après il a maigri un peu, il s'est fait des cheveux quand même, il s'est refabriqué, mais il avait quand même un peu là, voilà. Puis après il a fait la muscu et là on voit des photos de lui torse nu, tout refait et tout, un peu en guerrier oriental avec des draps noirs là et tout. Il est allé faire un shooting, il s'est dit ça y est, maintenant je suis millionnaire les gars. Voilà, donc l'argent rend les gens beaux. Et donc peut-être que même si je deviens riche qu'à 40 ans, comme vous me voyez aujourd'hui... Agathe, tu es déjà belle, tu n'as pas besoin de devenir riche. Ah là là, c'est incroyable. Tu es déjà belle, tout va bien. Oui, mais elle fera du Botox avec l'argent de la crypto. Ah. Ouais, c'est ça. Mais je pense même pas que je ferai du Botox. Je pense juste déjà, parce que lui, il a pas fait de Botox et il est grave beau gosse, quoi. Donc en fait, juste déjà une meilleure coupe de cheveux, une meilleure peau, manger sainement... faire un peu de pilates, je sais pas quoi. La coupe que tu avais l'année dernière, elle a été vachement mieux. Ah ouais, les deux. Mais grave, moi je t'ai dit, il fallait la refaire, je comprends pas. Ah bah, ils sont trop courts. Parce qu'ils étaient abîmés, mes cheveux, j'ai dû couper. Bon bref, super intéressant. C'est pas avec l'apéro GG Crypto après qu'on va s'améliorer. Moi je vous le dis en tout cas. C'est ce que je retiens. C'est vrai, j'ai un bouton ici par exemple, c'est à cause d'hier, j'ai bu trop de vin. Donc c'est bien, au moins j'ai un micro pour cacher. Mais c'est vrai, ne buvez pas trop, parce que oui, c'est vrai qu'on a fait pas mal la promotion de la drogue dans cette émission. Donc je tiens à dire, buvez avec modération, voire ne buvez pas d'alcool. En vrai, c'est vraiment de la merde. Vous pouvez aussi consommer du cannabis, mais c'est toujours mieux de le vapoter que de le fumer. Et je dirais pas avec modération, mais je dirais renseignez-vous auprès de Normal France pour savoir comment consommer correctement du cannabis et ne pas avoir de problème. Voilà. Et sinon, si tu veux du meilleur vin, peut-être que ça donnera moins de boutons, il faut aller voir Interstellar, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Des bouteilles. Maintenant, je ne bois que des bouteilles de collection, en fait. Ouais, carrément. Du très bon vin. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cette émission. C'était vraiment très, très merci sympa. À toi. On a improvisé. Bon, il nous manque Jacques Favier, mais il n'est pas venu au bon moment, donc tant pis. Adli travaille trop, donc je les salue. Et ça sera pour l'année prochaine, quand je serai 2 fois plus riche. À bientôt. Merci beaucoup.